J'ai le plaisir et l'honneur d'interviewer aujourd'hui Pierre Briand, que beaucoup de gens connaissent, mais peut-être pas tous. Et c'est à eux que je m'adresse en particulier aujourd'hui. Pierre Briand est un spécialiste de l'Iran ancien, de la Perse, mais il va nous dire pourquoi le terme perse n'a pas été utilisé dans l'intitulé de sa chaire. Et en novembre 2018, c'est-à-dire il y a 6 mois maintenant, il a fait une tournée triomphale, si je puis dire, en Iran, à Téhéran, à Ispahan. Et il a eu l'occasion, il est invité évidemment par ses universités, de présenter en particulier à Téhéran, devant un public nombreux, il y avait 700 personnes certainement, le résultat de ses recherches. Et je crois que l'exposé que vous avez présenté s'intitulait « Recherches nouvelles », c'est cela ? Oui. Sur le monde achéménide et donc l'empire d'Alexandre. Oui, c'était surtout sur l'empire achéménide. Ce qui est un petit peu logique, oui, évidemment, oui, quand on est en Iran, oui. Bien entendu. On imagine évidemment le plaisir que peuvent ressentir, qu'ont pu ressentir les Iraniens en écoutant cette conférence qui était faite en français ou en anglais ? En français. En français. Avec une traduction simultanée. Une traduction simultanée, c'est ça. Pierre Briand est l'auteur d'une très nombreuse bibliographie. Je vais évidemment pas citer tous ses ouvrages ou tous ses articles ici même. Je ne citerai que 4 ouvrages qui me semblent particulièrement importants, mais évidemment il s'agit d'un choix et comme tout choix, il est certainement subjectif. Tout d'abord, le premier livre que moi j'ai eu l'occasion de lire quand j'étais moi-même étudiant à l'université, puisque je suis rentré à l'université en 1975 dans des études d'histoire, et j'ai lu donc à ce moment-là, en première année, son Alexandre le Grand, publié 1 an plus tôt, en 1974, dans la collection Que sais-je. Et vous savez que dans la collection Que sais-je, il y a toujours 128 pages. Voilà, donc c'est un petit livre qui a connu beaucoup de succès puisqu'il a été revu, corrigé à de nombreuses reprises, et la dernière réédition, donc revue et corrigée, date de 2016. Ensuite, il y a, alors là, un ouvrage, je dirais, beaucoup plus conséquent, mais qui ne porte pas sur Alexandre le Grand, en tant que tel. Il s'agit d'une histoire de l'Empire perse. Je vais vous montrer ici la version, ou plutôt la traduction en anglais. Donc l'ouvrage en français s'intitulait « Histoire de l'Empire perse », publié chez Fayard en 1996. Alors l'ouvrage en français contenait 1247 pages, tenez-vous bien, en petits caractères, donc il s'agit vraiment d'une véritable Bible pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Et cet ouvrage a été commencé il y a pratiquement maintenant 30 ans, c'est-à-dire en 1990. Voici cet ouvrage, publié en anglais, je ne sais pas chez quel éditeur, Eisenbros. Voici. Autre ouvrage essentiel qui, en français, a 666 pages, est publié chez Fayard en 2003, c'est Darius dans l'ombre d'Alexandre. Alors je vous montre ici la traduction en anglais. Et enfin, pour terminer, je citerai Alexandre, exégèse des lieux communs, chez Gallimard en 2016, qui était édité chez Folio, enfin qu'on trouve en folio, hein, sauf erreur de ma part, voilà, en folio. Et alors, vraiment, ce serait dommage de ne pas mentionner une synthèse sous forme d'interview qui a été faite par Pierre Briand dans le dernier numéro de l'Histoire, publié donc au mois de juin
2019. C'est un article publié dans comment dirais-je, dans tout un dossier qui comprend plusieurs contributions aux origines mythiques de l'Iran, la Perse du roi des rois. Je vous montre cette revue, donc parue ce mois-ci, donc en juin 2019. Première question que je vais vous poser, Pierre Briand, elle concerne le choix qui a été le vôtre lorsqu'il s'agit de déterminer les termes même de l'intitulé de votre chaire. Donc c'est Histoire et civilisation du monde achéménide et de l'Empire d'Alexandre, si je ne me trompe. Je crois que tous les mots ont leur importance, puisque lorsqu'une chaire est créée au Collège de France, c'est le professeur lui-même qui définit lui-même l'intitulé de sa chaire. Exactement, c'est comme ça que ça se passe. Et je me suis évidemment beaucoup interrogé dans les mois qui ont précédé. Et je me suis arrêté sur cet intitulé, dans la mesure où, vous l'avez compris, je voulais à la fois montrer que je voulais continuer à travailler sur l'Empire achéménide, sur lequel je venais de travailler pendant plus de 30 ans, et sur lequel j'avais fait paraître cette synthèse dont vous avez parlé, Histoire de l'Empire perse 96, dans la mesure où une synthèse, à un moment donné, semble être le fin du fin, mais en réalité, dès le lendemain, commencent à arriver de nouveaux documents, de nouvelles idées, etc. Donc, il y avait encore beaucoup à faire à partir des matériaux que j'avais déjà introduits là-dedans, dans cet ouvrage. Et par ailleurs, depuis très longtemps, je m'interroge, mais je crois qu'on en reparlera, sur le passage du monde achéménide au monde Alexandre, puisque pour différentes raisons, c'est que l'une des questions qui m'a beaucoup interrogé depuis très longtemps, c'est de savoir comment Alexandre s'était emparé de l'Empire achéménide et pourquoi l'Empire achéménide était tombé en main d'Alexandre. Et en même temps, une autre raison, c'est que les auteurs anciens qui décrivent la conquête d'Alexandre, en fait, sans le dire, c'est à nous de faire le travail, au fond, renvoient une image en creux de l'Empire achéménide, même s'ils ne présentent jamais l'Empire achéménide, sauf pour dire que les Perses étaient ce qu'ils étaient, et très inférieurs à Alexandre. Mais disons que pour nous, historiens de l'Empire achéménide, les historiens d'Alexandre et des diadoques, début de l'époque des diadoques, des successeurs, constituent une autre source achéménide. C'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à la dernière partie de l'histoire de l'Empire perse, les historiens d'Alexandre, une autre source achéménide. Je veux dire par là qu'on ne peut pas une périodisation comme celle qui était en place depuis toujours. En 539, donc Cyrus conquiert Babylone. 334, Alexandre arrive sur les rivages d'Asie mineure. On s'arrête en 334, et là, ce sont les classicistes qui arrivent, l'espèce des cités grecques, la Macédoine, qui arrivent et qui s'emparent, j'allais dire indûment, de l'Empire achéménide, dont ils ne maîtrisent pas la problématique ni les sources. Donc, je vais vous montrer que pour comprendre la longue durée, y compris ce qui se passe à l'époque d'Alexandre, il fallait lier les deux de manière extrêmement claire. Et donc, le monde, c'est le monde achéménide, dont s'empare Alexandre, qui va devenir plus tard le monde hellénistique, mais entre-temps, il y a des transformations, des continuités que l'on peut analyser entre, disons, Darius et Alexandre. Voilà. Donc c'était le sens, ceci pour dire que je voulais à la fois faire un enseignement et des recherches sur le monde achéménide et sur le monde d'Alexandre. Et d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout, tout au long des 12 ans que j'ai enseigné dans cette maison, grosso modo, j'ai fait mes cours non pas sur Alexandre, j'ai fait mes cours sur l'histoire qui a occupé mon esprit et mes recherches pendant très longtemps, jusqu'à mon dernier livre 2016, et le prochain aussi d'ailleurs. Et j'ai réservé ce qui concernait l'histoire achéménide pour les séminaires et les colloques. Et la mise en place d'un programme international avec un site web, achéménide.com. Voilà, donc ce sont les deux à la fois, mais j'ai voulu tenir les deux à la fois dans cette maison, à la fois l'histoire achéménide et l'histoire d'Alexandre, dans la longue durée, et donc à travers des réflexions d'historiographie.
Et pourquoi vous ne l'avez pas appelé alors, comment dirais-je, Histoire et civilisation de l'Empire perse ou des empires perses et d'Alexandre? C'était peut-être pas très joli dans la formulation, alors, mais pourquoi le terme perse n'apparaît pas, tout d'abord, et pourquoi, puisqu'il s'agit de deux empires, et même éventuellement du même empire qui porte à, puisqu'on verra ce qu'il y a de commun à ces deux-là, pourquoi avoir choisi monde achéménide et puis empire d'Alexandre, et pas la proposition que je viens de formuler? Bon, d'abord, première chose sur la Perse, le livre s'appelle, le 96 s'appelle Histoire de l'Empire perse. Moi, je ne voulais pas qu'il s'appelle comme ça. Ah, c'est ça, oui, oui. Moi, je crois que j'avais donné comme titre de Cyrus et Alexandre, une histoire de l'Empire achéménide. Bon. C'est ça. Parce que dans mon esprit, si vous qualifiez l'Empire de Perse, vous leur donnez une coloration ethnique, ethno-culturelle, si vous voulez, qui n'a pas eu. Évidemment, vous avez bien sûr une civilisation perse qui existe, mais vous avez l'Empire achéménide, je donne le nom de la dynastie, dans la mesure où c'est un terme neutre. Ça renvoie simplement à une durée, etc. Et cet empire, en fait, comprend des tas de civilisations extrêmement différentes qui cohabitent, qui coexistent, qui se rencontrent, qui se rencontrent en se fécondant éventuellement, vous voyez. Mais on ne peut pas dire de l'empire achéménide que c'est un empire perse, puisqu'au contraire, les Perses n'ont jamais été des missionnaires de leur langue ni de leur religion, et donc l'empire n'est jamais devenu perse. Et donc je tenais à ce que ce soit l'empire achéménide, même si, effectivement, lorsque j'ai eu le choix complet de pouvoir, qu'on dirait, déterminer un intitulé, j'ai donné le monde achéménide. Dans le monde achéménide, parce que, bien sûr, c'est un empire, mais c'est d'abord, pour moi, un monde multiple, multiforme. Je parle de l'empire achéménide comme le premier empire monde. Il y a un empire qui comprend une telle variété de populations, de cultures, de langues, d'écriture, de religions, que ce qu'il faut mettre en avant, c'est plutôt la diversité d'un monde qui cohabite au sein d'une structure politique, unitaire, mais à travers laquelle continue à vivre de multiples civilisations, de multiples cultures qui se rencontrent au sein d'une unité qui est le monde achéménide. L'empire d'Alexandre, je dis Alexandre, on peut parler du monde d'Alexandre. L'empire d'Alexandre, c'est l'empire achéménide qui l'a repris. Oui. Bon, on va pas y Donc revenir. vous arrêtez juste avant les Diadoques, c'est ça? Je m'arrête là, juste avant les Diadoques, à la mort d'Alexandre. Et là, au fond, je voulais faire un bilan. Donc, Alexandre 323, 7 ans après la mort de Darius. Et donc, où en est le monde, ce qu'était le monde achéménide, qu'est-ce qu'il est devenu, et qu'est-ce qu'on peut attendre qu'il va en venir après. Mais je voulais faire un bilan sur le court terme et voir un petit peu ce que, au cours de la conquête, à la fin de la conquête, au fond, ce qui avait changé ou non. Mais ça, nous allons y revenir plus loin dans l'exposé. C'était simplement pour comprendre bien l'objectif, en fait, de ce choix. Sauf que, ça va paraître une question, évidemment, de détail, mais au fond, les Achéménides, c'est une dynastie qui arrive à un moment donné, alors qu'il y avait eu des empereurs qui n'étaient pas achéménides tout au début. C'est-à-dire, il y avait eu, c'est pas avant Darius, enfin je vous dis, je ne suis pas spécialiste du tout, mais... c'est un détail. C'est un détail, effectivement, c'est un détail. Mais enfin, on comprend ce que ça veut dire, en tout cas. C'est la dynastie qui naît pour nous avec Cyrus. Avec Cyrus, c'est ça. Qui s'arrête avec Darius III. Oui, d'accord, Darius III, entendu. Je voudrais maintenant vous poser une seconde question. Ou plutôt une seconde question, qui est plutôt une introduction à la discussion que nous allons avoir ensemble, ou plutôt de l'interview que je vais avoir avec vous. J'ai des souvenirs, évidemment, comme ancien élève de lycée, il y a bien longtemps, il y a un demi-siècle, je me souviens que l'Empire perse, puisqu'on parlait d'Empire perse à ce moment-là, occupait seulement 2 ou 3 pages, si mes souvenirs sont bons, dans le manuel scolaire dont je disposais, moi, en Belgique, puisque je suis belge, et les souvenirs qu'il m'en reste. Je n'ai pas eu l'occasion de revoir ce manuel récemment, mais qu'est-ce qui me reste comme souvenir? Je me souviens qu'il était question essentiellement
on parlait des institutions, un petit peu, mais même pas. Non, on ne parlait même pas des institutions, on parlait plutôt dans les grandes lignes de l'administration de l'Empire perse, on parlait des satrapes. Je vous dis quelques mots-clés, hein, ce sont des flashs que j'ai pour l'instant. Je me souviens que ces satrapes étaient flanqués d'un personnage qui s'appelait l'œil du roi, si mes souvenirs sont bons. Une sorte d'œil de Moscou, si je puis dire. Je me souviens aussi, vous voyez, c'est pas grand-chose, hein, je me souviens aussi qu'on nous parlait de la religion avec Ahura Mazda, et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. C'est un chapitre qui précédait immédiatement le chapitre sur la Grèce. Et alors on revenait avec les Perses au moment des guerres que l'on appelait les guerres médiques. Je ne sais pas si c'est toujours le terme qui est utilisé dans les manuels aujourd'hui, les guerres médiques. Je ne sais pas d'ailleurs si le terme a encore du sens. Et puis alors j'ai vu récemment dans un atlas historique destiné à l'enseignement secondaire qu'il est question maintenant de guerre persique. Alors je ne sais pas si c'est un néologisme et si on l'utilise également en France dans les atlas historiques, mais on parle de guerre persique. Voilà. Est-ce que à travers... Et puis alors évidemment on parlait, comment dirais-je, de nouveau des Perses au moment de la conquête d'Alexandre. Évidemment, c'était le troisième moment où on parlait des Perses. Alors, quand cette image, au fond, ce triptyque, si je puis dire, puisque c'était à 3 moments différents qu'on parlait des Perses, j'imagine que toute votre existence, vous avez dû démonter, et pas seulement, cette vision, cette imagerie, parce qu'il s'agit d'une imagerie, qui était celle que les élèves comme moi avaient donc à la fin des années 1960, début des années 70 dans l'enseignement secondaire. Quels sont je dirais, les topoi, les lieux communs qu'il faut absolument faire disparaître? Peut-être tous, vous allez me dire d'ailleurs, je ne sais pas. Je vais être très clair là-dessus. D'abord, moi, je n'ai pas du tout les souvenirs que vous avez. Simplement parce que peut-être j'étais un très mauvais élève en histoire, mais je ne me souviens pas du tout de ce qu'il y avait. Mais lorsque j'ai repris des manuels d'histoire en étudiant l'historiographie justement d'Alexandre, dans le manuel d'histoire, je ne me souviens pas qu'il y ait eu même une page sur l'Empire perse. Pour une raison assez simple, mais vous l'avez quasiment donné tout à l'heure, c'est qu'en fait l'histoire achéménide, on peut parler d'histoire perse, c'est pas d'importance. Tout le monde comprend ce que je dis. Que l'histoire perse a toujours été à la traîne de l'histoire grecque. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on parlait des Perses au moment des guerres médiques, au moment d'Alexandre, et lorsque vous considérez même d'enseignement supérieur du début des années 70, vous remarquez que vous avez toujours tous les livres, en français, en anglais ou en allemand, c'est pareil, c'est la Grèce et l'Orient. La Grèce et l'Orient, donc en réalité, on a entendu un peu d'Orient, comme on dit, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On a entendu un peu d'Orient, mais lorsque vous traitez du 5e ou du 4e siècle dans ce genre de manuels universitaires, l'Empire perse n'apparaît que comme faire valoir, si je puis dire, de fait. Je ne dis pas que c'est l'intention, mais bien sûr. De fait, il n'apparaît que comme celui qui est l'ennemi des cités grecques. Donc, au début, Cyrus, au moment où les Perses entrent en contact pour la première fois avec les Grecs d'Asie mineure, la conquête d'Asie mineure par Cyrus autour de 545, 148, peu importe. Ensuite, les guerres médiques, donc le terme guerre persique, peu importe. Dans l'Antiquité grecque ou latine, on employait parfois le terme de guerre persique, peu importe. Donc, sous Darius et Xerxès, et là, traditionnellement, c'était marqué dans ce genre de manuel, et ça n'a pas disparu hélas, que la défaite de Xerxès marquait le début de la décadence perse. Ah, la décadence perse. Ça, Mon Dieu, la décadence perse. Certains même la dataient de la mort de Cyrus. Donc le fondateur, et puis tout le reste, ce sera la décadence. Donc ça, après, et ensuite, donc, l'expansion athénienne, le reflux perse après Platée, Salamine, Platée. Et puis ensuite, on en parlait parce que les Grecs venaient en Asie mineure, Athènes, Sparte, combattaient les satrapes, on parlait un peu des satrapes, mais grosso modo, on en reparlait à un moment d'Alexandre,
Et on faisait traditionnellement, dans tous les livres sur Alexandre, il y avait quelques pages sur l'état de l'Empire perse que les gens ne connaissaient absolument pas, ils ne connaissaient pas de l'intérieur. Donc c'est toujours les mêmes topos qui revenaient. Un empire mal construit, sans aucune unité, des rois qui sont de plus en plus perdus dans leur palais et leurs plaisirs, etc. Et donc finalement, le dernier roi qui était incapable, etc. Donc voilà. C'est ce qu'il faut changer, et ce que nous avons contribué, je dis nous, j'ai contribué à changer, c'est de faire, je ne suis pas le premier, parce qu'en fait, nous ne sommes pas les premiers, le premier livre sur l'histoire de l'Empire perse date de 1948, d'un Américain à Chicago qui s'appelait Olmsted, qui a publié en 1948, on a publié, il est mort en 1946, mais le livre a été publié de manière posthume, et lui-même, il disait déjà, il était à Chicago, je vais expliquer pourquoi c'est important dans un moment, on parlera des sons. Il disait lui-même, enfin, nous sommes il était en 1945, quoi, l'un des grands apports des dernières recherches, des dernières découvertes, c'est que de plus en plus maintenant, nous sommes non pas indépendants des auteurs grecs, mais disons que l'histoire de l'Empire perse peut se faire pour elle-même, à partir de sources qui viennent du monde achéménide. Et tout au long des travaux que j'ai faits et que nous avons faits collectivement, dans les 40-50 dernières années, eh bien ça a été, au fond, l'objectif fondamental, c'est pas tellement d'affirmer sans cesse ceci, mais de le faire. C'est-à-dire que montrer, et moi j'avais même eu cette idée folle, que je ne réaliserai pas, d'écrire un livre un jour sur l'histoire de l'Empire achéménide, sans utiliser les sources grecques, ce qui serait une absurdité. Mais c'était un peu à titre de provocation. C'est ça, oui. De provocation. Et donc c'est pourquoi, donc maintenant, ce que vous disiez de vos souvenirs d'enfance, ça continue. Parce que franchement, si vous lisez la littérature sur Alexandre, c'est déprimant. C'est déprimant. Et de même que les manuels d'enseignement supérieur, maintenant quand même ça change un peu. Ça a changé. Depuis 20 ans, ça a changé. Et par exemple, si on parle du monde hellénistique, par exemple, on a réintroduit, ce n'est plus l'hellénisation du monde, tout le monde parle grec, mais maintenant, on sait pas que c'est pas ça. Non, oui, donc, mais ça vous l'expliquerai tout à l'heure, je crois. Voilà, donc voilà, c'est ça la réponse que je voulais vous faire sur la grande transformation. On fait l'histoire de l'Empire achéménide avec les sources de l'Empire achéménide. Les sources grecques aussi. Il ne s'agit pas de jeter le bec du bain, mais il faut essayer de les comprendre aussi de l'intérieur, de les repasser dans le contexte de leur écriture, de leur conception, pourquoi à tel moment, tel auteur dit cela avec tel mot. Il y a des raisons. Il faut tenir à lui-même, à son milieu, à sa formation, etc., etc. Donc, les sources grecques, bien sûr, c'est important, personne ne le nie, mais vous avez de plus en plus, et je crois qu'on en parlera, le monde achéménide est actuellement un monde dans lequel l'abondance des sources est absolument phénoménale, bien plus importante que pour le monde hellénistique, par exemple. C'est ça. À part l'Égypte, Ptolémaïque. Mais on a une variété de sources absolument considérable qui rendent les choses maintenant, effectivement, on peut comprendre l'Empire perse de l'intérieur. C'est ça. Même si les Perses n'ont pas écrit leur propre histoire. Voilà. Ceci dit, vous avez eu quelque part de la chance, parce que autant dans l'enseignement secondaire, dans les petites classes de l'enseignement secondaire, on nous parlait, mais très rapidement, de l'Empire perse, autant quand j'ai commencé mes études d'histoire, donc en 1975, nous avions un cours d'histoire du monde grec, un cours d'histoire du monde romain, mais on n'avait pas de tout de cours sur l'Orient, l'université de Bruxelles, je vous dis. L'université de Bruxelles. Donc il n'était même pas question ni de l'Égypte, ni de la Mésopotamie, et encore moins donc des Perses, des Hittites et autres peuples. Voilà. Donc c'était encore plus grave que ce qui se passait en France à la même époque, apparemment, parce qu'on n'en parlait pas du tout. Disons qu'en classe de 6e, l'intitulé, c'est toujours la Grèce et l'Orient. C'est ça. Donc on parlait... Mais si je vous parle d'université, je parle je parle quand j'étais en première année d'université, il n'y avait pas de cours sur l'histoire de l'Orient. Mais non plus. Ah non plus. C'est la Grèce et Rome. La Grèce et Rome. Voilà, sinon il fallait faire l'égyptologie, il fallait faire la syriologie. J'ai eu beaucoup de mal, personnellement, à imposer un cours d'histoire achéménide et un autre cours d'initiation à l'histoire du Proche-Orient ancien, lorsque j'étais à l'université de Toulouse. Voilà. Que je la pose. C'est ça. Autrement,
on me disait, oh non, on n'a pas beaucoup de temps déjà pour la Grèce et Rome, pas question de se disperser. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi derrière tout ça une sorte, enfin je n'en sais rien, un préjugé un petit peu colonialiste vis-à-vis de l'Orient? Parce que cette image, au fond, que vous avez décrite tout à l'heure, pour l'époque des Achéménides, après Xerxès jusqu'à Darius III, au fond, c'est une sorte d'Orient décadent, immobile, qui est un peu l'image qu'on avait de l'Orient à l'époque des sultans, à l'époque de l'islam, à l'époque de l'Inde, des grands Mongols aussi. Au fond, une sorte de monde immobile, décadent, où règne un despotisme oriental, si je puis dire. Mais là, où on globalisait tout, si oui, vous mais voulez, sans... Alexandre est dans l'histoire, là. Parce que oui. Vous avez d'une part un monde immobile, qui est l'Orient, d'ailleurs dans l'histoire du XVIIIe et du XIXe siècle, et du XXe d'ailleurs, mais XIXe, XIXe surtout, vous avez une assimilation, non pas implicite, mais explicite, entre l'Empire achéménide et l'Empire ottoman. Ah bon? Ah oui, c'est explicite. Ah bon, c'est explicite. Et même les historiens allemands du XVIIIe, début XIXe, disent que la victoire d'Alexandre montre pour la première fois avec Alexandre, l'Europe prend la tête du pouvoir mondial, et un historien allemand du début XIXe disait que les victoires d'Alexandre annonçaient, probablement nous sommes vers 1815, annonçaient la victoire prochaine sur l'Empire ottoman. Donc vous avez une assimilation permanente, d'autant que vous avez d'une part l'Empire immobile, donc l'Empire perse, et il est d'autant plus immobile qu'en contraste, Alexandre, en bon européen qu'il est, va venir apporter le progrès. Il va développer un empire immobile. Il va donner le mouvement, la dynamique, à un empire qu'il n'avait pas. Il va diffuser l'économie monétaire, alors qu'auparavant, on ne sait pas trop ce qu'il y avait d'ailleurs, mais enfin, peut-être le troc, ne sait-on jamais. Donc, c'est-à-dire que tous ces lieux communs, comme beaucoup de lieux communs, étaient fondés sur une ignorance, j'allais presque dire une ignorance militante, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas savoir ce qu'il y avait. Et donc on continuait à utiliser des topoïs, c'est d'ailleurs la fonction même des topoïs. Hein. Oui, par définition, ce sont des lieux communs. Donc, alors je ne dis pas que les programmes d'enseignement supérieur proviennent d'une a priori communaliste, je ne dirais pas ça, mais disons que j'ai souvent dit, moi, qu'il était temps de décoloniser l'histoire d'Alexandre. Parce qu'en fait, Alexandre, lui, était intégré complètement dans une vision coloniale de l'histoire européenne. Complètement. J'avais fait une analyse, d'ailleurs, des manuels d'enseignement secondaire en France entre 1850 et 1950. J'avais relevé tous les topos qui revenaient sans cesse, c'était ça. Il ouvre le monde au commerce, il ouvre des routes, il introduit l'économie monétaire, etc. Donc c'est le progrès européen qui arrive dans un monde qui, par définition, par nature, destination, est un monde immobile régi par le despotisme oriental. Voilà. Et au fond, est-ce qu'on peut, je ne sais pas si vous l'avez écrit d'ailleurs, bon, peut-être que je force un petit peu le trait, et je ne voudrais pas d'ailleurs m'éloigner de notre sujet sur lequel on va revenir dans un instant, mais quelque part, d'après ce que vous me dites à l'instant, ouverture de nouvelles routes, du commerce, etc., est-ce que quelque part, c'est pas dans l'inconscient, je dirais, des auteurs de manuels, un peu l'équivalent pour l'Antiquité d'une sorte de conquistador du XVIe siècle espagnol qui arrive dans ces empires qui sont eux aussi immobiles, décadents, l'empire Inca, l'empire aztèque. Apparemment, ça paraît très éloigné, mais du point de vue idéologique, hein, je ne parle pas au niveau des faits. Au niveau idéologique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que c'est l'Occident qui est là pour apporter la lumière au monde, quel qu'il soit à l'ouest, à l'extrême occident ou à l'extrême orient. Et c'est pourquoi... Une sorte de conquistador, c'est ça que je veux dire. C'est pourquoi les conquérants portugais avaient aussi en tête Alexandre. Ah oui, c'est ça. Ah oui, mais c'est pas implicite, c'est explicite. De même que des relations de la conquête de l'Amérique par les Espagnols sont pleines de références à Alexandre. Et que tout au long de l'histoire coloniale européenne, vous avez cette référence permanente à Alexandre, que je l'ai montré dans un livre que je n'ai pas cité, mais qui est Alexandre des Lumières en 2012. J'ai fait l'historiographie d'Alexandre entre 1750 environ et 1830 environ. Eh bien, j'ai montré que Alexandre est devenu, au moment, avec Montesquieu en particulier, et après, avec les philosophes, est devenu le symbole même de l'expansion européenne
et de ce que les Européens peuvent apporter, etc. Donc la mémoire d'Alexandre a été fusionnée complètement avec la mémoire coloniale. C'est ça. Ah ben, c'est passionnant d'entendre tout ça. Je vous propose de passer maintenant à la question suivante, qui est une question évidemment essentielle pour tout historien, c'est le problème des sources, que vous avez d'ailleurs déjà évoqué en montrant l'importance, en expliquant l'importance des sources achéménides, et que vous aviez en tout cas, sinon comme fantasme, en tout cas comme projet, ne fût-ce que sous forme de boutade, de faire une histoire de l'Empire comment dirais-je, perse ou achéménide à partir de sources locales, si je puis dire, sans les sources grecques. Donc il y a le problème des sources. Et alors, ce problème des sources, donc je vais vous demander d'expliquer un petit peu le problème la question des sources, doit-on établir une sorte de dialectique avec la problématique? Autrement dit, est-ce essentiellement la découverte de nouvelles sources qui déterminent de nouvelles problématiques, ou plutôt, est-ce que c'est la problématique de certains moments de l'historiographie, parce qu'on n'écrit plus l'histoire comme il y a 100 ans, qui fait qu'on se doit de chercher certains types de sources ou que l'on commence à accorder de l'importance à certaines sources. Donc évidemment, il y a un aller-retour, je dirais, entre sources et problématiques. Mais d'abord, la question sur les sources elles-mêmes. Déjà, vous avez évoqué, quand vous parliez des sources tout à l'heure, concernant l'empire achéménide. C'est un empire, vous avez dit, multiculturel. Donc ça suppose que si on veut faire l'histoire de cet empire achéménide, il faut posséder de multiples langues. Il faut quoi? Est-ce qu'il faut posséder à la fois l'akkadien, l'élamite, le vieux persan, je ne sais pas, le grec par définition, ou bien quand on fait des synthèses à votre niveau, on doit accorder une certaine confiance à certains savants de haut niveau pour certaines recherches qui demandent un degré de spécialité sur le plan linguistique quiconque ne pourrait pas avoir, d'autant plus que ce sont des langues qui appartiennent parfois à des systèmes linguistiques très très différents, qui ne sont pas des langues indo-européennes, il y a des langues sémitiques là-dedans, il y a des langues diverses. Oui, alors moi c'était un problème auquel je me suis heurté dès le départ, au milieu des années 70. Oui. Et je me suis souvent expliqué, je pense que, alors bon, effectivement, si on devait attendre que quelqu'un soit à la fois un historien, un vrai historien, au courant des problématiques, sachant argumenter, et connaisse en même temps 15 langues, 15 écritures. Alors vous avez cité quelques-unes. Oui, mais il y en a d'autres, oui, bien sûr. Et soit en même temps numismate, soit en même temps archéologue, épigraphiste, numismate, archéologue, etc., spécialiste des images, spécialiste de l'histoire de l'art. Oui. On pourrait attendre longtemps. Il n'arrivera jamais. Bon. Tout à fait. Moi, je suis parti d'une nécessité d'une interrogation. Je m'interrogeais, j'ai souvent expliqué que je suis venu à l'empire achéménide parce que je m'interrogeais sur ce qu'était l'adversaire d'Alexandre. Bon, moi je voyais partout, tout a changé entre A et B, mais on ne m'expliquait jamais ce qu'il y avait en A. Donc j'ai commencé, pour moi c'était au début une sorte de parenthèse que j'ouvrais puis j'allais revenir à Alexandre. Et après, une fois que j'ai... Ben non, je me suis rendu compte que, en fait, personne ne me donnait vraiment la réponse. Alors, il y a des tas de gens qui travaillaient sur des champs très différents les uns des autres, des assyriologues, des égyptologues, etc., enfin, les archéologues, les pyramides. Et donc, il fallait, pour répondre à cette question-là, que je me mette au courant de l'ensemble des champs et de chacun d'entre eux. Bien. Se poser la question des langues. En fait, moi, qu'est-ce que je connais? Je suis spécialiste de rien. C'est-à-dire que je suis helléniste, si vous voulez, mais je ne suis pas non plus... Je ne veux pas dire que je suis un spécialiste de grec, je ne suis pas spécialiste de grec. Et donc, je me suis heurté à cette question-là, et j'ai théorisé qu'un historien qui se pose des questions va chercher dans les sources originelles, traduites, mais il ne se réfère pas uniquement à la traduction, il se réfère aussi aux études des philologues, au dictionnaire qui peuvent exister pour l'élamite, le vieux perse, etc. Il doit entrer dans le détail des choses. Il doit être capable de faire des études de terminologie, des comparaisons terminologiques également. J'avais un bon exemple, je dirais franchement, c'est quelqu'un que je n'ai jamais connu personnellement, qui était un grand savant, qui s'appelait André Aimard,
qui était un spécialiste d'histoire hellénistique, mais qui un jour a produit un article extraordinaire à partir d'un bouquin qui venait de paraître sur les textes babyloniens de l'époque hellénistique, de l'époque séleucide, donc à l'époque hellénistique, et qui s'était dit, mais il y a là-dedans énormément de choses à tirer pour l'historien, mais la personne en question étant philologue ou éditrice de texte n'allait pas au bout de la question. Il a produit un énorme pavé, enfin 50 pages de ce compte-rendu critique. Eh bien, à partir de textes, il n'était pas syriologue, il se faisait aider, il s'est fait aider un peu, mais et donc il a montré, et je crois que un syriologue plus tard m'ont dit, mais pour nous, André Aymar, c'était l'exemple même de ce qu'on pouvait faire, de ce que nous ne faisions pas. L'historien venait interroger des textes qu'eux éditaient, mais qui n'interrogeaient pas comme un historien. Donc moi j'ai continué, j'ai commencé par les textes élamites de Persépolis, où il y avait des publications qui existaient, et j'ai fait un article de 75, 76 sur l'élevage au vin, peu importe, j'ai utilisé ces sources. Eh bien, j'ai lu les sources en traduction, j'avais le texte élamite à côté, des études qui avaient été déjà produites en anglais, en allemand, etc., sur ces textes, et j'ai commencé à parler. Et puis après, les textes araméens, au point qu'en 98, j'ai publié, avec un collègue français qui lui était spécialisé dans l'histoire économique, on a fait un commentaire d'un long texte araméen qui a été trouvé il n'y a pas tellement longtemps en Égypte, qui était un relevé d'un poste de douane égyptien en araméen de l'époque achéménide. Et donc, je me suis lancé là-dedans, je demandais des conseils, etc., pour comprendre, et nous avons fait un commentaire en historien. Donc, je pense que l'historien, je ne suis pas archéologue non plus, eh ben, je vais sur les champs de fouilles, je lis ce que publient les archéologues, je discute avec eux, et puis voilà, je ne suis pas numismate. Je me suis mis un peu à discuter avec les numismates, à inviter dans l'écologue, je ne suis pas non plus spécialiste d'histoire de l'art. Bon, j'ai fait études. Bon, à partir de ce moment, je crois qu'on dispose des outils intellectuels nécessaires pour faire ce travail. Alors, il est bien possible qu'après, un spécialiste d'un champ particulier vienne me dire, mais non, ça ne va pas, ce que tu as fait là, ce niveau-là, c'est pas tout ça. Je dis d'accord, écris-le, et j'en tiendrai compte. Mais grosso modo, on ne peut pas attendre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui m'a guidé. Moi, à partir d'un moment, j'ai ressenti le besoin d'écrire ce bouquin. Bon. J'ai repris tous les textes, tous les documents, etc., et j'ai écrit ce livre, dont j'espérais qu'il pourrait, au fond, déboucher un peu sur d'autres études d'autres personnes. J'ai mis à disposition de tout le monde des matériaux extrêmement dispersés, tout à fait, qui n'étaient pas traités. C'est comme ça que je vous ai lu d'ailleurs, en tout cas, c'est ça, tout à fait. Les sources, au fond, officielles de l'Empire perse, elles sont en vieux persan, en écriture cunéiforme, ou bien ce sont des textes en araméen. C'est la langue officielle, je dirais, de l'Empire, de l'administration. Y a-t-il une langue officielle? Il n'y a pas de langue officielle. Je dis bien officielle, hein, qui chapeaute pour l'Empire. Hein. Non, il y a une langue véhiculaire, mais il n'y a pas de langue officielle. L'Empire est par définition multilingue. Les inscriptions des grands rois sont au moins trilingues, elles ne sont pas quadrilingues. C'est ça. Donc le vieux perse, l'élamite, le babylonien. C'est sur la paperasse dont vous parlez. Alors, la paperasse dont je parle, c'est... Alors, bon, ceci, vous avez... donc, les chancelleries des satrapes utilisent l'araméen. Donc, le même araméen, la même formation des scribes d'un bout à l'autre de l'Empire, comme on le sait maintenant depuis des découvertes les plus récentes. Et alors, quand je dis la paperasse, évidemment, en fait, la paperasse a disparu pour l'essentiel, puisque c'est un matériau périssable. On a retrouvé une masse de papyrus et de lettres sur peau, provenant d'Égypte parce que le climat s'y prête. Hein. On a retrouvé récemment, il n'y a pas très longtemps, en Afghanistan. Autrement, ces textes, documents périssables ont disparu, mais on en a l'indication à travers des restes d'archéologie. Par exemple, on a retrouvé ce qu'on appelle des bulles ou des empreintes de seaux sur des pastilles d'argile, comme ça, avec un trou là. Et donc, dans le trou passait une ficelle, et la ficelle entourait un papyrus ou un parchemin qui était accroché, ou le seau était accroché, pardon, au papyrus qui était roulé. Donc, à partir du moment où vous trouvez ça, par exemple, dans le nord-ouest de la Ziminée, on a retrouvé une archive,
Ça, ce qui reste de dur. Oui, oui. Et donc, vous aviez des tas... Alors, quand je parle de paperasserie, c'est en partant d'une documentation particulière qui est encore plus extraordinaire. Ce sont, je ne sais pas si on en parler maintenant, ce sont les documents de Persepolis, les tablettes d'archives de Persepolis, qui ont été trouvées par la mission américaine de Chicago entre 1933 et 1938 sur la terrasse de Persepolis, dans 2 endroits différents. Bon, bref, il y a plusieurs milliers de tablettes qui ne sont pas encore entièrement publiées d'ailleurs, mais qui ont été publiées, enfin dont les premières publications ont lieu en 1948 et en 1969 par 2 savants extraordinaires de Chicago. Et alors ces tablettes, de quoi s'agit-il? Il s'agit pour l'essentiel de... Ce ne sont pas des récits, hein, il n'y a pas de récits, ce sont des contes d'apothicaires. Par exemple, bon, prenez un exemple. Vous habitez, je sais pas, vous habitez à Bactre, en Afghanistan. Vous devez aller à Persépolis, en Iran. Je dois être dans le Fars actuel. Mais vous y allez uniquement avec une autorisation du satrape de Bactre, par exemple. Vous êtes un haut personnage. Bon. Mais vous allez aller à Persépolis parce que vous êtes convoqué ou que le satrape vous y envoie. Vous y allez y aller avec un accompagnement, pas 10 ou 15 personnes, par exemple, qui ont des statuts différenciés. Puis vous allez peut-être y aller éventuellement accompagné, je sais pas moi, de chevaux, d'ânes, de chameaux, que sais-je. Bon. Vous devez aller faire 1500 km au moins, je ne sais pas, en tête, les chiffres m'échappent toujours. Et les distances à parcourir chaque jour sont calculées de telle façon que vous puissiez aller d'une station à l'autre. Toutes les routes, qui sont des routes dites royales, sont bordées de stations à intervalles réguliers et qui sont l'intervalle correspondant à une journée de marche. Bien. Alors le satrape va vous donner un document écrit, certainement sur papyrus, hein, sur peau, je ne sais pas, un document périssable que nous n'avons pas retrouvé, enfin si on en a retrouvé un, presque. Et avec ça, il y a marqué, voilà, moi, satrape de, mon nom c'est ceci, en l'année, je ne sais pas, 22 de Darius, voilà ce type-là, vous, hein, monsieur Attel, importe, accompagné de 10 jeunes gens, de 20 adultes d'un statut supérieur, peu importe, et de 20 chameaux, va de Bactre vers le roi, donc vers Persépolis. Et donc, sur ce document, il y a marqué qu'il y a toutes ces indications, hein, donc la date, le nom du satrape, le nom du bénéficiaire, le nombre de personnes, leur statut, etc., leur nombre d'animaux accompagnants, et puis sur cela, il y a marqué aussi que chaque jour, vous devez vous toucher une ration d'orge, de bière, pas. Vous touchez une ration importante, les autres un peu moins importantes, les moins importantes au fur et à mesure que le statut diminue, et vous donnez également aux chameaux, ou aux ânes, aux mulets, aux chevaux, n'importe quoi, vous donnez soit du fourrage, soit du grain. On a plein d'informations avec tout ça. Alors, vous arrivez à la première station, vous allez voir le chef de station, vous allez voir le chef du magasin. Les chefs de magasin, parce qu'il y a un magasin pour chaque denrée. Vous leur montrez le truc, voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vous donne ça, il vous donne ce à quoi vous avez droit. Mais lui, il faut qu'il laisse une trace. Et donc il va faire un compte. Aujourd'hui, j'ai donné, et il va citer le mode document. Et à la fin d'année, il va faire un compte général des entrées et des sorties dans les magasins. De manière à ce que, lorsque les comptables centraux vont tout vérifier, parce qu'ils sont tout est vérifié, hein, eh bien, ils puissent dire, moi, j'avais tant en magasin, j'ai donné tant à telle personne, à telle date. Donc, si vous imaginez que les routes vont de l'Afghanistan, si vous voulez, même du Tadjikistan, jusqu'à la première cataracte du Nil, qui vont de la côte égienne de Sardes jusqu'à l'Indus, et puis d'autres qui vont là, hein, vous imaginez le nombre de papiers qui chaque jour, chaque mois, chaque année. Et donc d'ailleurs à Persépolis, on a retrouvé des très grandes tablettes sur lesquelles il y a des comptes annuels. Et voilà, donc on a retrouvé, alors, on n'a pas retrouvé le document original, c'est-à-dire en pot, qui était donné à la personne en question. On a retrouvé parfois à Persépolis en disant, un tel est passé à telle station, il a reçu tant de rations alimentaires, etc., etc.
Mais en revanche, on a découvert un document araméen d'Égypte où on voit dans la pratique ce que c'était. C'est la lettre qui était donnée par le satrape d'Égypte qui renvoie son intendant, il était en Babylonie, il le renvoie en Égypte, donc on a l'itinéraire qu'a suivi l'intendant, la composition de la caravane, etc. On a tout. Donc vous voyez, si vous imaginez ça, parce que ça ce n'est qu'un exemple, les routes, les rations alimentaires, mais vous avez énormément de raisons de penser que pour le fisc, pour l'armée, etc., vous avez une paperasserie, une administration d'une minutie extraordinaire, qui était la même d'un bout à l'autre de l'Empire. Et qui nous donne plein d'informations, d'ailleurs, sur l'histoire économique, enfin sur des tas de sujets, sur des tas de sujets. Hein. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure, parce qu'il ça dit beaucoup de choses. Tout à fait. Au fond, c'est un tout petit détail, vous savez, et je vous ai déjà dit, je ne suis pas spécialiste du tout de cette période, mais en fait, quand vous dites des supports en peau, est-ce qu'on peut déjà parler de parchemin à cette époque-là? Parce que quand on pense à parchemin, on pense les origines, la ville de Pergame qui a donné son nom à parchemin. Parce que moi, les souvenirs sont bons au parchemin, ça date non, c'est pas du parchemin. C'est plutôt du cuir tanné. C'est du cuir tanné, c'est ça, c'est pas du parchemin. Voilà. Très bien. Mais écoutez, on va peut-être alors aborder ici la question, puisqu'on a déjà commencé ici. Oui, peut-on parler du... Tout à l'heure, hors caméra, je vous ai posé la question de savoir si, au fond, on peut parler d'une sorte de bureaucratie comme on en aura plus tard, ou en tout cas tel que ça traîne dans les fantasmes d'historiens encore maintenant, au Bas-Empire, à Byzance ou dans l'Empire chinois. Est-ce que ce serait le propre d'un empire comme ça, je dirais, multiculturel, que de contrôler avec les moyens du bord, mais en essayant d'être au plus près du terrain, parce que comme on ne connaît pas le terrain directement, sinon par l'intermédiaire de satrapes, on a besoin d'avoir une administration comme il y a pu en avoir à Byzance, au Bas-Empire déjà, à Byzance ou dans l'Empire chinois. Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Moi, je ne vais pas comparer avec Byzance ou Bas-Empire, mais le lien le plus évident, c'est avec les empires précédents. C'est-à-dire que les Perses ont repris à leur compte un style d'administration que l'on connaît parfaitement. Ou... Mais pas uniquement. Ah non. À l'époque néo-syrienne, néo-babylonien, et à l'époque élamite également. On a là des sources de documents qui ressemblent beaucoup. Qui ressemblent beaucoup, mais alors les Perses n'ont pas fait qu'emprunter. Ils ont quand même impulsé quelque chose de neuf, et la meilleure preuve, c'est que les textes de Persépolis sont écrits en langue élamite, donc la langue de l'Empire qui était centrée sur Suse avant l'arrivée des Perses, et ils sont écrits en cuniforme élamite, mais la plus grande partie des termes administratifs techniques sont des termes perses. Alors, le vocabulaire perse est très maigre si on prend uniquement les textes vieux perses, c'est-à-dire les inscriptions royales. Le vocabulaire, je ne sais pas, il y a 100 mots, je ne sais pas. Bon. En revanche, quand vous reprenez tous les termes perses que vous trouvez sous forme de mots emprunts, en élamite, en araméen, en grec et dans d'autres langues, vous avez un vocabulaire qui est beaucoup plus large. Donc on se rend compte que les Perses avaient eux aussi des traditions, ont inventé des systèmes qui ont permis de construire cette administration. Donc il y a des emprunts, mais il y a aussi une originalité de l'administration perse, mais c'est une administration impériale. Je ne crois pas que ce soit lié à un empire multiethnique, simplement que c'est lié à une nécessité de contrôler les terres, l'eau, les personnes, les prélèvements, les distributions. Car fondamentalement, les archives des fortifications de Persépolis, c'est quoi? Il y a trois dynamiques. C'est le magasinage des produits, prélèvement, magasinage, redistribution. Donc c'est ce mécanisme que vous voyez parfaitement. Et donc à chaque étape, au prélèvement, au magasinage, redistribution, vous avez une administration considérable qui doit contrôler tout. On a parfois la trace dans les textes grecs.
texte qui m'a toujours frappé depuis très longtemps, qui est un passage de Plutarque dans la vie d'Eumène. Eumène est un successeur d'Alexandre. Nous sommes à l'époque de la première guerre des Diadoques, donc 322, 321. Et Eumène, à ce moment-là, en Asie mineure, en Néolide, et il a besoin de chevaux. Il va au Haras royal, qui était situé là, Haras royal et Kéménide. Et il va prélever des chevaux. Et il donne quitus. Il signe un reçu. Il signe un reçu au directeur du Haras. Et alors après, il paraît que ses copains, les dialogues se moquent de lui en disant mais une période comme ça de désorganisation, lui-même va... Non, parce que c'est simplement, on l'a exigé. Donc on voit très bien comment ça fonctionnait. Donc vous voyez, les haras qui sont dispersés partout, les magasins qui sont partout sur toutes les routes, les magasins militaires, les magasins d'armes, les distributions de matières premières, de plomb, de fer, de trucs pour les balles de fronde, pour les arcs, etc. Tout ceci était minutieusement contrôlé par l'administration qui, c'est la gestion de l'Empire, la gestion au quotidien, la gestion matérielle de l'Empire, c'est ça. C'est à travers ça que ça passe. Est-ce qu'on a une petite idée, puisque vous parlez donc d'une part le prélèvement, ensuite du magasinage et enfin de la redistribution. Dans cette redistribution, est-ce qu'on peut faire la part entre d'une part ce qui va dans le trésor royal et d'autre part ce qui est utilisé pour des grands travaux, construction de routes ou des choses comme ça? Est-ce qu'on a une petite idée à la grosse louche, bien entendu, hein, sans avoir de chiffres précis? C'est pour savoir un petit peu, parce que quand Alexandre le Grand et comment dirais-je, et ses troupes, ses généraux arrivent dans ces villes, donc Achéménie, ils trouvent quand même des trésors fabuleux. Est-ce qu'il y avait un sens de la thésaurisation qui faisait que, au fond, cet argent-là, ces richesses-là n'étaient pas réinjectées, si je puis dire, dans l'économie via des travaux publics ou autre chose? C'est une question que je pose. Alors, ça, c'est l'image traditionnelle qui était celle de l'Empire perse dans le contexte de l'Empire immobile dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Qui était dénoncé parce que, en fait, l'Empire apparaissait comme une gigantesque pompe, inspiration qui aspirait toutes les richesses de l'Empire et qui les conservait précautionneusement dans des lieux fortifiés, donc asséchant les populations, donc appauvrissement, donc révolte, donc Alexandre arrive et libère tout le monde. Bon, ça, c'est le schéma. Oui. Le schéma. Avec une économie qui ne peut pas donc circuler. Voilà, qui ne circule pas, et donc, voilà. Et donc Alexandre, lui, va au contraire, en capturant les trésors des grands rois, va les réinjecter dans le service, d'où le développement de l'Empire ex-immobile. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui. Un peu plus compliqué que ça, même si difficile de donner des réponses statistiques ou chiffrées. Oui. Certainement. Il y avait certainement des investissements. Alors, il y a d'énormes investissements, par exemple, dans la guerre. La guerre est aussi un investissement. Hein. Et d'ailleurs, la plupart des frappes monétaires en Asie mineure occidentale, au 5e et 4e siècle, sont le fait de satrapes qui ont besoin de payer des mercenaires. Donc en fait, vous avez une réinjection d'argent dans les satrapies et pour le ça. Et pour ce sont des guerres, je veux dire, vis-à-vis de l'extérieur ou pour le maintien de l'ordre suite à des révoltes éventuellement? Les deux. Les deux. Mais ce dont on parle là, c'est surtout des attaques par les Grecs, etc., en Asie mineure occidentale, mais il y a aussi des révoltes, de nombreuses des révoltes. Et donc, alors le problème, c'est qu'on ne veut pas donner de chiffres. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage? Je réponds non. On n'a aucune idée. Mais à la grosse touche, hein, je vous ai posé la question. Non, même à la grosse touche. Même à la grosse touche. Même à la grosse touche, parce que si vous voulez, alors bon, on peut prendre quelques exemples. Exemples, par exemple, les travaux de canalisation en Babylonie. Bon, on sait comment ça se passe. Enfin, on a des documents babyloniens qui nous permettent de comprendre qu'ils sont financés par les puissances locales eux-mêmes, les temples, les sanctuaires, qui, à la réquisition royale, doivent envoyer des travailleurs du temple, pour 1 mois, 2 mois, et en plus, ils doivent même fournir leur ration alimentaire, et il y a des textes très précis qui disent qu'ils doivent donner aussi les chaussures. Bon. Donc, vous avez tout ceci. Bon.
Vous avez un autre exemple, c'est les travaux de Persépolis. Alors là, il y a une des archives de Persépolis qui donne des renseignements précis. Je ne peux probablement pas répondre à votre question, mais malgré tout, c'est une réponse. Ces travailleurs, ils viennent de tous les pays de l'Empire, ils sont en raison de leur capacité, telle ou telle spécialité, sculpteur sur pierre, maçon, orfèvre, etc. Et donc, les tablettes de ce qu'on appelle du trésor, c'est une partie des archives qui a été trouvée dans le trésor. Ce sont des tablettes qui ont été publiées en 1948, et dont certaines ont été publiées en 1948, donc 1948, et qui donnent, alors, nous sommes dans la distribution, non plus dans le prélèvement, le magasinage, le magasin qui donne des rations alimentaires aux ouvriers. Et donc, les rations alimentaires qui sont souvent d'ailleurs édictées à partir d'un moment en équivalent en métaux précieux. Donc, même si ces gens-là sont requis par l'administration, ils sont quand même payés, et donc vous avez ces investissements, c'est une forme d'investissement. Est-ce qu'il y a d'autres investissements, d'autre part? Il y a justement une partie de ce qui est dans la Persépolis, il y a certainement une partie de ce qui est prélevé qui est remise dans le circuit parce que on va construire des canaux, on va élever des fermes, on va construire de nouvelles pépinières, il y a des textes très intéressants sur les arbres également. Donc il y a des investissements, mais maintenant je ne peux pas dire, c'est impossible de dire, d'autant que l'État central n'est qu'un des investisseurs possibles. Dans chaque région, vous avez d'autres relais, des pouvoirs locaux, des sanctuaires en Égypte, des cités en Asie mineure, des cités en Phénicie, etc. C'est pas, il ne faut pas, surtout pas imaginer l'État achéménide comme un État centralisé comme la France du XXe siècle. Hein. C'est un État dans lequel vous avez une très grande diversité ethno-culturelle, mais une très grande diversité également de contexte économique, contexte de production, etc. Donc il faudrait pouvoir aller dans le détail des choses. Donc, à part un ou deux exemples, je vous parlais des travaux de colonisation en Babylonie, des réinvestissements en Perse, etc. Oui. Il y a sûrement d'autres exemples qu'on connaît mal et même si on avait connaissance, qu'on ne pourrait pas chiffrer. C'est ça. Mais l'image traditionnelle, tout va au centre. Voilà. Et donc la thésaurisation crée le désert ailleurs. C'est ça. C'est faux. Oui, oui. L'image est fausse. Oui, donc c'est vraiment un point de vue idéologique. Ah oui, totalement. Voilà, qui a pu justifier des actions des Européens sur le plan de la colonisation. Et alors, pour revenir un petit peu aux satrapes dont vous avez parlé à plusieurs moments, les satrapes, ce sont donc l'équivalent de gouverneurs de province. Alors, est-ce qu'on peut plutôt les comparer, et vous allez me dire que peut-être les deux exemples que je vais donner ne sont pas pertinents du tout, mais plutôt à des gouverneurs de province de l'époque romaine, mais qui étaient là pour des durées limitées, et qui voilà, ou bien est-ce en tout cas, ce n'est pas l'équivalent, d'après ce que je crois entendre par rapport à l'image que vous venez de faire par rapport à la France, mais contemporaine, ce n'est pas l'équivalent des intendants de l'époque Louis XIV, qui étaient au fond des commissaires qui étaient révocables, qui étaient chargés pratiquement de l'administration de leur province, puisqu'ils étaient chargés aussi bien de ce qu'on appelait, ils étaient intendants de finances, de police de finances et j'ai oublié encore quoi. Donc ils avaient quand même toute la délégation de l'ensemble du pouvoir royal, mais pour une durée limitée, étant entendu qu'ils pouvaient être transbahutés d'un endroit à l'autre selon le plaisir du roi. Est-ce que les satrapes, vous avez parlé à un moment donné d'ethnoélite ou quelque chose comme ça, je crois, qui a été repris. Ethnoclasse. Ethnoclasse, c'est ça. Et vous avez trouvé que c'était une formule, c'est ça. Mais donc ce sont donc bien des Perses qui appartiennent à l'aristocratie perse, ou en tout cas de l'entourage proche du grand roi, en tout cas des gens dont il a en pleine confiance. Ou bien est-ce que ce sont des gens dont il doit s'assurer la fidélité en leur donnant un gouvernement de province, je ne sais pas. Hein. Donc de nouveau, ce sont des hypothèses qui viennent d'un profane ici qui ne connaît pas du tout la littérature, les sources d'époque. Satrape en persan veut dire protecteur du pouvoir.
Oui. Ce sont donc des aristocrates perses. Il y a un ou deux exemples de gens qui ne sont pas d'origine perse, mais très très peu, qui sont originaires issus de très grandes familles. Et c'est un honneur que leur fait le roi de leur donner le titre de satrape. Vous voyez des gens qui portent le titre de satrape qui ne sont pas satrapes au sens du gouverneur. Donc c'est un titre plutôt qu'une fonction. C'est les deux. C'est ça, d'accord. C'est quand même d'abord un titre. Alors, ces satrapes sont choisis par le roi. Mais il y a une habitude qui s'est prise, très clairement, c'est que le fils succède au père. Donc vous avez une sorte de dynastie. Vous avez eu des dynasties satrapiques dans certaines régions de l'Empire. Là, on peut le suivre la famille. Mais et ce n'était pas une menace, ça, parce que à chaque fois, non, à chaque fois, le roi doit confirmer. Oui, donc, c'est pas une succession dynastique au sens propre du terme. Mais disons, bon. Donc, vous avez ces gens-là qui sont installés dans une région où, d'ailleurs, ils disposent d'une résidence, de grands domaines, terrain de chasse, etc., qui vivent une vie de satrape un peu, et la cour satrapique étant un peu modelée sur la cour royale. Ils sont chargés de quoi? Ils sont chargés de représenter le roi, un peu de diriger. Alors, ils ont toutes les fonctions régaliennes, par exemple, au niveau de leur satrapie. Est-ce qu'ils ont la fonction de prélever l'impôt? Est-ce que c'est eux qui en ont comment dirais-je, la gestion? Est-ce que ce sont eux qui, lorsqu'il y a des creusements de canaux, des routes à construire, est-ce que c'est eux qui en prennent la direction certainement, dans leur région, je veux dire. Certainement qu'ils jouent un rôle important dans chacun de ces domaines-là, mais ils sont aussi flanqués d'autres personnages très importants, le chef du trésor local, le chef des impôts, les chefs de garnison, etc. D'ailleurs, une formule qui revient beaucoup dans les textes araméens et dans les textes élamites, c'est un tel et ses collègues. Donc, on a l'impression que chacun est toujours entouré d'autres personnes qui le Est-ce que ça veut dire que c'était une direction collégiale? Non, quand même pas. Ils se surveillaient les uns les autres. Ils se surveillent les uns les autres, et donc c'est ainsi que des informations peuvent remonter vers le centre. Mais ce sont des gens qui ont quand même une grande... et qui sont chargés aussi de faire la guerre. Ils sont chargés de faire la guerre ou de l'organiser. Et donc, dans leur satrapie, ils doivent faire régner l'ordre. Ils se promènent également, ils font des tournées dans leur satrapie, comme le roi se déplace beaucoup avec sa cour, etc. Le même aussi. Donc, ce sont des personnages extrêmement importants. Il y en a à peu près 25, 26, 27, je sais pas. Ça dépend des moments. Entre 25 et 30. Et qui sont chargés de très grandes régions. L'Égypte, par exemple, est une satrapie, vous voyez. Elle est toute seule. Elle est toute seule, satrapie. Oui, ce qu'il faut peut-être rappeler quand même, parce que je ne vous ai pas posé la question dans l'introduction, parce que ça semblait un prérequis, un préalable évident, mais que l'Empire perse, au fond, pratiquement, c'est l'équivalent de l'Union européenne. Enfin, je n'ai pas fait j'ai pas mesuré sur une carte d'Europe, mais enfin, c'est un territoire qui fait un peu l'Union européenne. Enfin, c'est un territoire immense, quand on part comme ça de la côte de la mer Égée jusqu'à l'Indus, et que l'on part du sud de l'Égypte et qu'on va jusqu'à Samarcande. Voilà, c'est ça. Voilà, donc chacune... À juste titre, un monde, comme vous l'avez dit. Vous avez des grandes régions, une satrapie, l'Égypte, la Babylonie est une satrapie, vous avez tous les pays entre l'Égypte et la Babylonie qui forment une satrapie, la Transeuphrataine, et puis en Asie mineure. Alors il y avait les moyens de communication quand même, parce que bon, il y avait les fameuses routes impériales, les routes royales, mais enfin, quand on voit un territoire comme celui-là, c'est ce que je dis toujours à mes propres étudiants, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas l'avion, il n'y a pas le chemin de fer, il n'y a pas de voiture. Non, mais il y a le cheval. Il y a le cheval, mais enfin, oui, il peut... Alors, vous avez... Voilà, alors il y a des postes, j'imagine, il y a des relais, et puis on prend un autre cheval et on continue. Exactement. Hérodote le décrit bien, mais on le sait mieux encore maintenant par les tablettes de Persépolis, puisque vous avez un terme qui revient, Piradazish, qui veut dire courrier rapide, et ce courrier rapide, en fait, ça ne s'arrête jamais, parce qu'il arrive à une station, il y a le message appelé par quelqu'un d'autre, et en quelques jours, effectivement, vous avez de Persépolis à Sardes. C'est ça. Et donc, vous avez ces courriers rapides qui font que la circulation des messages est relativement homogène, relativement aisée, et en tout cas qui ne prend pas tellement de temps, et que les ordres arrivent assez rapidement du centre de l'Empire,
quand il y a besoin, parce que c'est assez rare en fait qu'il y ait besoin d'un ordre du centre pour les provinces. Et au fond, Persépolis, c'est une position assez centrale finalement, quand on voit la carte de l'Empire achéménide. Et donc vous avez cette circulation d'informations, vous avez d'autres systèmes d'information qu'on connaît par les sources grecques dans certaines régions, par la voix. vous avez des messages qui de colline en colline, vous avez vous avez un hurleur, si je puis dire, avec des messages très simples, avec un code, comme faisaient les Indiens. Oui, c'est ça que je pensais, bien sûr. Oui. Donc vous avez des tas de moyens de communication qui font que plus vous avez beaucoup d'espaces fluviaux et d'espaces maritimes, qui font que vous avez des moyens de communication, de bateaux, etc. Donc, finalement, je pense pas... On parle jamais, par exemple, dans les manuels scolaires, c'est peut-être pas le lieu, on n'a pas le temps, mais au fond de la navigation chez les Perses. Parce qu'apparemment, l'Empire perse apparaît comme une puissance continentale, terrestre. C'est une folie. Et on ne pense pas du tout au fait que... Non, mais... Oui, je sais, mais on l'imagine comme vraiment quelque chose de continental. Des spécialistes des empires, ont même qualifié, comment dirais-je, affirmé que l'Empire perse était thalassophobe, vous voyez. Alors, parce qu'il était réduit à... Mais c'est fou, parce que vous avez, regardez, la Méditerranée, la mer Noire, la mer Noire, la mer Caspienne, la mer d'Aral, le golfe Persique, plus l'Indus, le golfe Persique, la mer Rouge. Donc, en fait, l'Empire perse est ouvert sur de multiples espaces maritimes. Le problème, c'est qu'on les connaît très mal. On connaît bien l'espace maritime égéen. Donc, on voit très bien la circulation entre la Grèce, l'Asie mineure, l'Égypte et la Phénicie. Là, c'est assez facile à suivre, d'autant que des documents comme le papyrus d'Édouard, dont je vous parlais tout à l'heure, mais en revanche, sur la circulation dans le golfe Persique, on n'a que quelques indications assez maigrichonnes. Les seules indications que l'on ait, c'est à l'époque d'Alexandre, quand Néarque et la flotte remontent, et là, ils décrivent les stations qu'il y a, donc on voit très bien, mais sur la mer Caspienne, par exemple, on ne sait rien. Mer Noire un peu. Et donc, mais en fait, l'Empire achéménide est un empire ouvert sur de multiples espaces maritimes. C'est pas du tout, c'est un empire continental, mais un continent qui est ouvert sur l'espace maritime. Au fond, le fait qu'il y ait, alors pas une, je dirais, dans chaque satrapie plusieurs têtes, puisqu'il ne s'agit pas de collèges véritablement, de gens qui se soutiennent les uns les autres, ils se surveillent plutôt qu'autre chose. Est-ce que ça permettait d'éviter, au fond, d'avoir, comme dans l'Empire carolingien, des inspecteurs généraux, les fameux missi dominici, qui étaient envoyés par l'empereur pour... Est-ce qu'il y a l'équivalent? Parce que moi, je me souviens, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'étais en secondaire, quand j'étais au lycée, quand j'avais donc, à l'époque, 11-12 ans, on nous parlait de l'œil du roi. Donc ça veut dire, est-ce que c'était pas l'équivalent d'un inspecteur général, au fond, d'un missus dominicus? Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, c'est une assimilation qui est faite couramment, pour une raison très simple, c'est que quand vous avez une institution que vous connaissez mal, qui ressemble à une institution que vous connaissez bien sûr. Vous avez tendance à rapporter sur elle ce que vous accusez le second. Mais volontairement, je joue à l'ingénu ici. Je joue volontairement à l'ingénu, parce que, quelque part, j'essaie de vous provoquer entre guillemets. Non, la comparaison a été faite, mais moi je suis toujours un peu j'ai des doutes là-dessus sur la légitimité de la comparaison qui est fondée sur pas grand-chose. Donc il y avait effectivement, on le sait par un certain nombre de textes grecs, mais aussi de textes araméens, qu'il y avait des personnes qui s'appelaient les yeux du roi, qui sont donc des gens qui sont certainement envoyés par le pouvoir central pour surveiller ce qui se passait. Certainement, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on n'a pas beaucoup de... on n'a pas la pratique documentaire de ces gens-là, documentée de ces gens-là. Donc, on ne peut pas aller beaucoup là. Je voudrais maintenant vous poser une question qui concerne l'histoire économique, plutôt l'histoire économique. Évidemment, on est toujours tributaire de ses sources, ça va de soi, c'est la première contrainte de l'historien. Que sait-on au fond de l'économie de cet empire achéménide? A-t-on connaissance, grâce à des archives qu'il vous faudra leur préciser le cas échéant, s'il y avait des grands domaines
domaines royaux, des grands domaines de grands propriétaires fonciers? Existait-il à côté de ça une petite propriété? Y avait-il une main-d'œuvre servile ou pas? Parce que on en parle, curieusement, on en parle rarement, je dois dire, dans les manuels d'histoire générale. On ne parle pas de cet aspect-là. Comme si, au fond, l'histoire économique était, bon, enfin, c'est dommage, hein, mais j'imagine, moi, travaillant sur des époques beaucoup plus récentes, que l'Empire perse est quand même l'héritier de cette révolution néolithique où le grain, l'agriculture doit avoir son importance, et l'élevage aussi, bien sûr, je suppose. Donc je vais dire peut-être des grosses bêtises pour vous maintenant, mais de quoi vivaient, que travaillaient, que faisaient les gens pour gagner leur vie, au fond, et pour vivre et survivre aussi dans cet empire achéménide. Monsieur tout le monde, hein, parce qu'on a parlé beaucoup des élites jusqu'à présent, on a évoqué quand même l'existence de commerce, on a parlé également, enfin vous avez parlé également de douane, donc là ça renvoyait au commerce également, mais au fond, l'immense majorité des gens, je suppose que c'était des paysans ou des éleveurs, je suppose, je ne sais pas. Est-ce que les sources, est-ce qu'on a des archives qui nous informent sur l'existence, c'est pour ça, de grands domaines, de propriétés plus petites, ne fût-ce qu'à partir des sources fiscales, parce que c'est souvent les sources fiscales qui sont des révélatrices. On a quand même pas mal de renseignements sur la terre, oui, sur les grands domaines et les petites propriétés. Alors, mais ça, oui, on ne peut pas en parler au niveau de l'Empire, il faut en parler non, au niveau d'accord. régional. Mais, pardon. Pour quelle région, par exemple? Bon, il y a trois régions oui. qu'on connaît mieux, c'est la Perse, proprement dite, oui. le Fars, oui. la Babylonie, l'Égypte. Oui. Oui. On connaît mieux le détail, mais il y a aussi des renseignements dans les sources grecques sur l'Asie mineure. Par exemple, la concession de terre, oui. Le roi donne, le roi perse est un roi donateur. Don et contre-don. Donc en retour, bon, il est un roi donateur, il donne beaucoup. Il donne beaucoup, c'est même la marque de fabrique du roi perse, c'est qu'il donne. Il donne des robes, il donne des bijoux, il donne des honneurs, mais il donne aussi de l'argent et il donne des terres, et donc et des villes. Et donc moi j'avais fait la récollection de tous les textes qui parlent de dons de terres et de villes en Asie mineure occidentale. On voit que des exilés reçoivent des terres, les exilés grecs viennent en Asie mineure, ils reçoivent des terres, parfois des villes. Ça veut dire quoi? Ils reçoivent probablement des revenus des villes pour vivre. Bon. Donc il y a ces concessions de terres très importantes. C'est-à-dire j'ai fait un article il y a quelques années où j'ai fait le rapport entre ce qui se passait en Asie mineure achéménide, le don de villes, le don de terre, avec Lamartine, la ville de Lamartine, qui lui avait reçu une grande terre, un grand territoire de la part du sultan. Bon, bref. Et par ailleurs, on a aussi ces concessions de terre, on les connaît, et de revenus, on les connaît en Perse grâce au tableau de Persépolis. Tous ces gens-là, tous les nobles dont on parle, l'aristocratie perse, ont de très très grands domaines qui viennent de familles, qui sont souvent donnés par le roi, qui peut éventuellement les reprendre. Le roi donne des terres également à des colons militaires. Il y a des colons militaires en Babylonie qui ont des terres collectives. Le contre-don, c'est qu'il doit fournir 1 ou 2 soldats qui vivent, qui sont nourris par le territoire en question. Vous avez également des dons, on le voit également en Égypte, et en Égypte on voit aussi la petite propriété. Je vais prendre un exemple très ciblé, très relativement récent. En 1992, les archéologues de l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, ont découvert dans une oasis qui était connue dans le désert occidental, l'oasis de Harghé, un nouveau site, qui est le site d'Aïn Manawir, qui a été fouillé depuis, etc. Alors le site, qu'est-ce qu'on a découvert là? On a découvert un village. Un village, c'est quoi? Des maisons, des champs, un temple, dedans des archives qui là sont écrites sur la céramique, de Straka, oui, en démotique d'écriture cursive égyptienne, et on a retrouvé également les moyens avec lesquels ils pouvaient irriguer et faire cultiver la terre. Donc qui sont des conduites souterraines, un peu analogues mais très différentes des conduites souterraines en Iran. Bien. Et
dans ces archives, qu'est-ce que disent ces archives? Ben, ce sont il y a un temple, donc il y a aussi des archives du temple, et dans ces archives, ce sont des archives de la communauté, des choses toutes simples. Un tel vend un demi-jour d'eau à un tel, parce qu'il a droit par exemple à 2 jours d'eau ou 3 jours d'eau dans le mois, il n'a pas besoin d'eau, il revend là, un demi-jour d'eau à son voisin. Bon. Donc vous avez des petites parcelles, on sait tout ce qu'ils cultivent, parce qu'on a eu, les archéologues ont fait des analyses de pollen, etc. Donc on sait tout ce qu'ils cultivent, la rotation des cultures, on sait tout. On sait tout. On connaît, ce sont de toutes petites propriétés, etc. Donc vous avez, là, on peut faire sur ce site-là ce que j'appelle la micro-histoire. Et c'est extraordinaire. C'est d'autant plus extraordinaire que oui, bien sûr. Nous sommes en période achéménide, mais qu'il n'y a aucune trace des Achéménides, sauf la datation des contrats sous l'année de Darius le pharaon. Mais autrement, vous n'avez aucun mot perse, aucun nom perse, aucune visibilité d'une quelconque administration, même subordonnée, rien. Vous avez l'impression qu'ils vivent en dehors, ils vivent pas en dehors. Mais c'est très intéressant sur ce qu'est aussi l'Empire, enfin, c'est pas uniquement ça, mais c'est ça aussi l'Empire achéménide. Hein. Dans cette diversité des paysages, diversité écologique, diversité de civilisationnelle, religieuse, etc., vous avez j'avais dit dans le temps, je vais avoir écrit que, au fond, le paysan du fin fond de l'Anatolie n'avait même pas jamais entendu parler d'Alexandre. Bon. Je dirais que ces gens-là, le scribe savait qu'il fallait dater d'après le nom, la lettre du roi, mais qu'est-ce qu'il savait d'autre du grand roi? Non, d'abord, il n'était pas grand roi, c'était les pharaons. Et qu'est-ce qu'ils savaient des pharaons? Pas grand-chose. Bon. Donc vous avez cet exemple-là de petites propriétés ou de grandes propriétés, c'est parce que le roi donne aussi des grandes propriétés. Les nobles perses qui sont installés en Égypte ont d'énormes propriétés sur lesquelles ils doivent verser. Ils envoient tous les ans des redevances au centre, leurs impôts, et vous avez également sur les routes la circulation du produit des impôts, etc. Donc vous avez, voilà. Donc on peut faire, en Babylonie aussi, vous avez des archives extraordinaires qui vous permettent de faire cette histoire économique qu'on peut faire en Babylonie, parce que là, vous avez une abondance d'archives privées, hein. Il n'y a pas d'archives publiques en Babylonie. On n'a pas d'archives de satrape en Babylonie. D'archives privées qui permettent de voir dans le détail, dans telle ou telle région de Babylonie, quelle est la structure de propriété, les impôts, etc. Enfin, on peut le faire. Et en Perse, grâce aux ressources de Persépolis. Voilà. Mais on peut pas faire une étude à l'échelle impériale de propriété, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est pas. Oui. J'ai pas dit que c'était vous la question que vous posiez. Non. Mais je réponds qu'à chaque fois, on est obligé de répondre, et je suis obligé de répondre. Moi, je suis tributaire de mes sources. Ah ben, ça va de soi. Et donc, et tributaire d'un état de fait qu'il ne faut jamais oublier, que je vais répéter, que j'ai déjà répété plusieurs fois, un empire d'une très grande diversité, qui est chaque pays a conservé ses traditions. Oui. Même si l'administration impériale est la même, l'administration impériale en haut est la même en Égypte, en Bactriane, en Babylonie ou ailleurs, il n'en reste pas moins que la Babylonie constitue un ensemble bien particulier, l'Égypte également, la Bactriane, la Phénicie, etc. Donc vous avez, voilà, donc on peut répondre, sur les Mineures, vous avez également d'autres réponses qui viennent des cités grecques, ou pas grecques d'ailleurs, et vous avez l'artisanat, vous avez comment on peut répondre, mais jamais comme on peut répondre, évidemment, dans l'état contemporain, vous avez accès à des ressources statistiques archivées. C'est ça. Alors, il me reste 3 questions à vous poser, si c'est encore possible. Ce serait peut-être le moment de brancher. Voilà. Le complément. Alors, grosse question, mais toutes les questions que je vous pose sont des grandes questions, de toute façon. Hein. Qu'est-ce qui fait que cet empire a pu tenir aussi longtemps, parce que vous avez de multiples fois répété qu'il s'agissait d'un empire multiethnique, multiculturel, que bon, on y parle de multiples langues, etc., que ce sont des régions ayant des coutumes très très différentes, des traditions différentes, ce sont sur le plan géographique aussi. Qu'est-ce qui a fait que cet empire a pu tenir dans une période qui est quand même relativement longue, puisque c'est une période qui correspond,
si je puis dire, si je calcule bien, la période qui nous sépare de la Révolution française, hein, de 130 ans, hein, c'est ça, hein, plus ou moins. Voilà. Est-ce que ce sont des raisons qui sont liées à l'encadrement militaire, à l'encadrement institutionnel, aux relais locaux, au fait que la fiscalité n'était pas trop pesante? Je ne sais pas, où y aurait-il aussi peut-être des raisons idéologiques qui ont fait que, je ne sais pas, il y avait une idéologie royale qui faisait que tout ça tenait ensemble par le biais, par exemple, de la religion ou pas. Donc ici, je lance des pistes tous azimuts. Évidemment, j'imagine que vous allez balayer la plupart d'entre elles, mais ça, c'est votre rôle. Bien, alors... Donc je répète, donc j'ai dit, vous vous souvenez, hein, oui. Voilà. Oui. Mais écoutez, je pense que pendant très longtemps, on a dit que l'Empire était une construction très fragile, qui était menacée d'éclatement pratiquement à chaque fois. Moi, il y a eu effectivement, pour parler d'une manière très pratique, il y a eu des révoltes, il y a eu de nombreuses révoltes. Pour des raisons fiscales ou autres? On n'en sait rien. On ne sait pas. Il y a eu de nombreuses révoltes en Babylonie. D'abord, à l'événement Darius, pratiquement tous les pays sont mis à révolte contre le pouvoir central. Darius a dû reconquérir une à une toutes les provinces. Ensuite, l'Égypte s'est rebellée à de multiples reprises et l'Égypte est redevenue indépendante pendant 60 ans. Tu peux reculer un petit peu plus par là, sinon tu vas devoir tenir la main. C'est bon. C'est bon, ok. Pendant 60 ans, oui. Et il y a eu aussi des révoltes dynastiques, mais aucune de ces révoltes n'a jamais remis en cause l'existence même de l'Empire. C'est pour ça que je dis toujours, mais au fond, vous dites toujours que l'Empire est fragile, mais il a quand même duré 230 ans. Bon. C'est ça, oui. Donc, alors pourquoi a-t-il... Alors, il y a multiples raisons. Il y a une raison qu'il faut écarter, que moi j'écarte en tout cas, la question que vous avez posée, est-ce qu'il y avait une idéologie religieuse qui aurait été commune à tout le monde? Non, il n'y a pas. Parce que j'en reviens toujours à la même antienne, diversité ethno-culturelle vaut aussi pour les Perses. Les Perses, le grand roi est d'abord roi en Perse, il se dit fils de Perse, je suis roi en Perse et que le grand Dieu, Ahura Mazda, protège ce pays. La Perse, donc, des maux, la guerre, la famine, etc. Donc, il y a une idéologie royale qui s'exprime en Perse, aussi en élamite en babylonien, mais qui s'adresse aux Perses, proprement dit, qui ont de culture perse, etc. Ahura Mazda, si vous demandiez à un Égyptien qui est Ahura Mazda, bon. Donc, et d'autre part, les Perses n'ont jamais cherché à étendre, à civiliser les peuples conquis. Personne ne parle perse à part eux. Personne n'a adopté le panthéon perse ni les coutumes perses. Donc, il n'y a pas d'idéologie religieuse qui aurait fait l'union. Oui. Non, il n'y a pas. Ce qu'ont fait les Perses, au contraire, c'est que, au contraire, de cette manière, c'est qu'ils ont, au contraire, on parle toujours de la tolérance. Oui, voilà, de Cyrus déjà. Alors, disons que seulement les Perses ont suivi l'exemple de leurs prédécesseurs. Ils ont reconnu les pouvoirs locaux, et quand Cyrus a conquis la Babylonie, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conclu des alliances avec les élites locales babyloniennes. Du pragmatisme. Ah oui. Il ne pouvait pas faire autrement. Oui, bien sûr. Il n'y a pas un rapport il leur a dit, vous ralliez à moi, oui. Et moi je vous donne ceci, c'est-à-dire que vous conservez... C'est du donnant-donnant. Vous conservez votre statut social, économique en Babylonie. Je ne détruis pas les sanctuaires, il n'est que pas question de détruire les sanctuaires. De même en Égypte. Et d'ailleurs en Babylonie, le grand roi est aussi roi de Babylone, roi des pays. Donc il reprend la titulaire babylonienne. En Égypte, comme on sait très clairement à travers les textes égyptiens hiéroglyphiques et à travers les textes qui sont sur la statue de Darius découverte à Suse en 72, eh bien le grand roi est reconnu, il est certes reconnu comme grand roi, mais il est aussi pharaon, fils de Ra, etc. Donc les Perses, les rois se sont moulés dans les traditions locales de telle manière à ne pas apparaître en rupture, que la conquête ne soit pas une rupture, mais qu'il y ait une forme de continuité, que les Égyptiens puissent lui obéir comme s'ils obéissaient à le pharaon. Bon, ça n'a pas toujours marché. Bon.
En tout cas, c'est ça la politique. De même, et dans d'autres régions, ils ont laissé en place les rois phéniciens, les cités phéniciennes restent gouvernées par le roi, leur dynastie de rois comme il était auparavant. Les cités grecques continuent à être démocratiques, oligarchiques, tout ce que vous voulez. Le roi n'en a rien, c'est pas son problème. Et de même partout, Donc, finalement, il y a eu cet accord. Alors pourquoi ces gens... Alors il y a eu quelques rébellions, ce sont des rébellions qui sont, à part l'Égypte qui a duré 60 ans, qu'est-ce que j'ai dit, 60 ans, il n'y a pas eu de rébellion très longue. Les rébellions babyloniennes, ça a duré... Quand on dit rébellion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, sur les tablettes babyloniennes, la datation n'est plus d'après Cambyse ou d'après Darius d'Exercès, et d'après un nom de roi local. Et en général, ces rébellions qu'on connaît à l'époque de Darius et d'Exercès sont des rébellions très localisées, dans telle ou telle région babylonienne, pas toute la Babylonie, et qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est tout. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de mécontentement, il n'y a jamais eu de soulèvement général de la Babylonie contre le pouvoir perse. Il n'y a jamais eu de soulèvement général de la part des cités phéniciennes, ni de la part des cités anatoliennes, ou même d'autres peuples en Anatolie, les Lyciens, les Phrygiens, les Cariens, ne sont jamais rebellés. Ils ont, finalement, il semble que la domination des grands rois n'ait pas été un handicap dans la survie, même le développement des communautés locales, et que donc, finalement, il n'y avait pas d'alternative réelle à ce moment-là. C'est ça. Voilà, donc, mais ce que je présente comme avantage est aussi un handicap. Parce que lorsqu'un envahisseur, ça marche lorsqu'on n'a pas d'envahisseur extérieur qui vient conquérir, tenter de conquérir. Mais si vous avez un envahisseur extérieur, comme Alexandre, qui a une vraie vision politique, une vraie vision politique, et que lui, il va faire la même chose. Il fait la même chose. C'est-à-dire, d'une part, il rapporte des victoires qui lui permettent de prendre pied, et par ailleurs, il va conclure des accords avec les cités grecques, avec les Lyciens, les Cariens, avec Ada, avec les Égyptiens, les Babyloniens. L'entrée d'Alexandre en Babylone ressemble trait pour trait à l'entrée de Cyrus en Babylone 2 siècles plus tôt. Exactement le même cérémonial qui a été initié dans les mois qui ont suivi la bataille de Gaugamel, on le sait, par les tablettes babyloniennes. Et donc voilà, et face à cela, à partir du moment où Alexandre a conquis une partie du territoire, mettons en Anatolie, nous on pense aussitôt, enfin moi je pense aussitôt en tout cas, à ce qu'on appelle la résistance en France pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez sur les arrières de l'ennemi, ou à l'intérieur, vous avez des mouvements patriotiques qui sont mus par une idéologie qui est l'attachement à la patrie, à l'indépendance, à la souveraineté, qui se créent. Et qui peuvent se créer parce qu'il y a adhésion commune à une idéologie commune. Bon. Là, Alexandre vient, il a donné aux élites locales ce qu'elles voulaient. Au nom de quoi créerait-elle une armée sur les arrières d'Alexandre pour attaquer Alexandre? Il n'y a pas de raison, puisqu'il a fait exactement ce que faisaient les grands rois. C'est ça. Donc ça a été pendant 2 siècles et demi la force de l'Empire achéménide. À la fois cette administration qui était la même partout, mais une très grande autonomie locale, très grande continuité civilisationnelle, si vous voulez. Et donc ça a été certainement le ferment de l'unité. Je vais parler d'un paradoxe, mais comme je dis souvent, c'est la diversité de l'Empire qui a permis l'unité de l'Empire. Autrement, ça aurait volé en éclats. Mais à partir du moment où vous avez en face quelqu'un qui a à la fois les moyens militaires, les moyens intellectuels, la stratégie politique qui est bien en place et qui fait la même démarche, bah, il a réussi, comme a réussi Cyrus en Babylone, Alexandre a réussi en Égypte à Babylone. Très bien. Eh bien, ce qui nous introduit tout de suite à cette question qui avait été évoquée déjà dans l'introduction, qui est celle de la continuité, au fond, entre d'une part l'Empire achéménide et l'Empire d'Alexandre, ce qui explique que votre intérêt s'est beaucoup porté sur la deuxième moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ,
grosso modo, donc, ben voilà, enfin, c'est vraiment la période de transition, quoi, et qui vous a intéressé vraiment de manière vraiment... C'était au départ, si j'ai bien compris, hein, l'hypothèse de départ que vous avez voulu, comment dirais-je, démontrer grâce à des travaux scientifiques. Donc, en fait, cette période vous a intéressé parce que souvent, et je dirais c'est souvent le cas dans l'historiographie, de manière trop tranchée, parce que le travail de l'historien consiste aussi peut-être d'abord à périodiser, parce que dans les concepts que l'historien peut mettre en œuvre, la périodisation est certainement une de ces démarches qui lui est tout à fait originale par rapport à d'autres disciplines. Donc on établit comme ça des frontières, des coupures qui ont peut-être une justification apparente dans l'histoire politique ou militaire, mais qui, dans l'histoire institutionnelle, dans l'histoire administrative, n'ont pas de raison d'être. Et ça a été votre travail de le démontrer. Et au fond, vous avez fait une œuvre un petit peu pas d'iconoclaste, mais pas d'hérétique, parce qu'il y a d'autres travaux qui ont été dans ce sens-là aussi, j'imagine, à côté de ce que vous avez fait, mais un petit peu de ce que des historiens allemands, excusez-moi, c'est parce que je travaille sur des époques beaucoup plus récentes que ces exemples-là me viennent à l'esprit, à ce que les historiens allemands ont appelé la continuité entre la fin de l'Empire romain et les royaumes barbares, que finalement il n'y a pas de rupture du tout, en 476, mais que les royaumes barbares reprennent des tas d'éléments sur le plan institutionnel de l'Empire romain, ou encore, excusez-moi, la comparaison va peut-être paraître tout à fait exagérée, mais ce que Tocqueville a fait au milieu du XIXe siècle, quand il montre que les Jacobins sont dans la lignée Louis XIV finalement, dans leur tentative de centraliser l'État français. Donc on ne peut pas établir de rupture complète entre l'Ancien Régime et la Révolution, et que quelque part la Révolution est plus un aboutissement qu'un point de départ. Donc est-ce qu'au fond vous n'êtes pas entré dans une logique du même type, évidemment, pour des époques tout à fait différentes, et on ne peut pas superposer ces exemples-là, ce serait ridicule, mais un petit peu cette démarche-là pour montrer au fond que s'il y a comment dirais-je, des bornes chronologiques, une périodisation établie, peut-être que cette périodisation-là n'était pas bonne, mais alors quelle serait la périodisation qui devrait, dans l'avenir et idéalement, apparaître dans les manuels scolaires? Parce que finalement, quand on fait de la recherche à haut niveau, comme c'est votre cas, c'est dans l'espoir qu'un jour, ça aboutissent quand même dans des manuels scolaires, c'est-à-dire ce qui est destiné au plus grand nombre, parce que le but c'est quand même d'éclairer le plus grand nombre. Alors, j'arrive à ma dernière question, parce que tout ça est en lien évidemment. Si vous deviez écrire une petite ou une grosse synthèse sur, à partir de vos travaux, si vous aviez des chapitres à ajouter, des chapitres à complètement remodeler, si vous aviez des bornes chronologiques à fixer, quelles seraient-elles, au fond? Si vous deviez écrire un petit que sais-je, je dis un que sais-je, pour quelque chose qui soit destiné au grand public, qui s'intitulerait « Histoire de l'Empire achéménide », puisque le terme perse ne conviendrait pas, ça partirait d'où? Vous arrêteriez où? Est-ce que vous arrêteriez après la mort d'Alexandre? Je ne sais pas. Et quels seraient les chapitres que vous auriez modifiés par rapport à votre grande synthèse de 1996, puisqu'il y a eu des travaux depuis 30 ans quand même très importants, mais sous une forme pédagogique, je dirais, de telle manière qu'il en sorte quelques idées force, même si ça part de recherches qui sont parfois très très pointues à partir de la micro-histoire dont vous parliez tout à l'heure. Oui, alors... Il y a peut-être 2 ou 3 questions dans ma question, d'ailleurs, mais voilà, mais vous pouvez... Peut-être 5, d'ailleurs. Voilà, mais vous pouvez tout aborder. Le tout, c'est que ceux qui nous écoutent, ils voient clair. Bon, d'abord, je dirais que Alexandre est déjà dans l'histoire de l'Empire perse. Il y a une dernière partie. C'est ça. Vous avez, je ne sais pas, 400 pages, 300-400 pages, qui sont consacrées à un état des lieux dans la dernière partie du IVe siècle, donc l'arrivée d'Alexandre, et la manière dont l'Empire perse a résisté ou pas à Alexandre. Donc déjà, ça, c'est déjà compris. C'est bien
et le sous-titre c'est de Cyrus et Alexandre. Hein, tout à fait, tout à fait. Donc aussi, moi je n'aurais pas à reprendre la périodisation non. ici. En revanche. Sauf que le terme perse peut-être ne serait oui, pas là. Oui, d'accord. Ceci mis à part, ça après, c'est une négociation très difficile avec les éditeurs. Oui. Je me souviens de la discussion que j'avais eue avec Fayard, qui m'a dit, mais on a fait un sondage chez Fayard, tu parles. Et personne ne comprend le terme achéménide. Bon, bref, peu importe. De toute façon, il faut faire parfois des concessions aux éditeurs. Oui, hein. bien sûr. C'est pas important. Et oui, alors, la question de la continuité. Je vais venir tout à l'heure à la périodisation. On va d'abord revenir à la question de la continuité et de discontinuité. Moi, c'est une affaire qui m'obsède depuis le début. C'est pour ça qu'encore une fois, que je me suis mis à étudier l'histoire achéménide. Autrement, je n'étais pas destiné, j'aurais continué dans l'histoire hellénistique. C'est à partir du moment où, très tôt, en 71-72, quand j'écrivais ma thèse, et ensuite j'avais fait des articles, que j'ai mis le doigt là-dessus, parce que, pour une raison dans un contexte très, très simple, je ne vais pas dessus, mais je me suis dit, mais là, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis aperçu, dès le début des années 70, c'était un débat qui existait déjà. Et entre ceux qui pensaient que, on va dire les hellénistes, qui arrivent au Proche-Orient dans les fourgons de l'armée d'Alexandre, comme j'ai l'habitude de dire d'une manière un petit peu acide, qui pensaient que, traditionnellement, que l'arrivée d'Alexandre créait un monde entièrement nouveau. Voilà. C'était les titres des bouquins, c'était Alexandre et l'hellénisation du monde entier. Bon. Et ça, c'était... Et en face, vous aviez quelqu'un que j'ai suivi après, pas lui-même personnellement, mais ses œuvres, qui est un historien russe américain, qui s'appelle Mikhail Rossouzev, qui a écrit des ouvrages formidables sur l'histoire du monde hellénistique, qui a fait des articles importants, et à travers lui avait, au contraire, instillé l'idée qu'il y avait des continuités entre les Achéménides et Alexandre, mais sans connaître bien ce qu'était l'Empire achéménide. Bon. Et donc, moi, c'est une affaire qui me cède, et c'est la raison pour laquelle je me suis plongé dans l'histoire achéménide pour savoir, parce que pour parler de continuité, il faut tenir tous les bouts. Voilà. Non, vous ne pouvez pas. Et non seulement il faut tenir l'époque achéménide, il faut tenir l'époque d'Alexandre, il faut tenir aussi l'époque des Diadoques. Parce que c'est ça. Il faut aller jusqu'à 300. Bon. Alors, donc, je me suis mis là-dedans, j'ai travaillé énormément pour savoir, j'ai fait un gros article en 79 qui portait exclusivement sur cet aspect-là, et c'est là où à la fin, j'ai conclu en disant Alexandre, premier des rois hellénistiques, certes, mais dans le contexte de l'histoire proche orientale, il était aussi le dernier des Achéménides, ce qui a fait hurler beaucoup de gens. Il faut parfois et donc, alors la formule, des pierres après a été déformée, etc. Peu importe. Chacun a très bien compris ce que je voulais dire. Et donc, en fait, Alexandre arrivant au Proche-Orient, reprend la même politique que les Achéménides. Il vient avec sa propre culture. Hein. Il a tout son background macédonien, grec macédonien, culture grecque, etc. Mais il a une idée politique, il a une stratégie, et donc il reprend le système achéménide. Et de toute façon, comme j'ai l'habitude de dire, comment Alexandre pouvait-il administrer un empire comme son empire qui était que la suite de l'empire achéménide, du point de vue géopolitique, j'entends. Hein. Comment aurait-il pu faire d'autre que suivre le seul modèle qu'il avait, impérial, c'est le modèle achéménide. Il n'y a pas d'autre disponible. Donc, ça ne veut pas dire que sur les siècles qui ont suivi, il n'y a pas eu de rupture. Même à l'époque d'Alexandre, il y a eu des ruptures. L'introduction de modifications, de nouveautés. Mais finalement, si on se place dans le court terme de l'époque d'Alexandre, je dirais que les continuités l'emportent encore sur les ruptures. Bon. Et donc, si je devais écrire un livre, après celui que je suis en train d'écrire, moi j'ai souvent proposé dans les ouvrages récents, j'avais organisé d'ailleurs au Collège de France en 2005, je crois, parce que 2005, je ne sais plus, peu importe, un ouvrage, un colloque avec Francis Johannes, qui est un assyriologue spécialiste de la période achéménide, sur justement ce que j'avais appelé, et il était d'accord avec moi, la période de transition, c'est-à-dire 350-300, en demandant aux gens de se cantonner à cela et surtout de ne pas dépasser. Je voulais savoir ce qui se passait pendant ce période de temps, car je suis persuadé que c'est là où tout se passe, et tout se crée pour la période hellénistique, entre la période achéménide et la période hellénistique. Et donc,
dans cette périodisation que je propose, un livre, ce serait de Darius et Alexandre, 350-300. Bon, voilà, après, bon. Et donc, on prendrait les choses au moment où Artaxerxès III arrive au pouvoir, où Philippe II arrive au pouvoir, on les suit jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la naissance des premières royautés hellénistiques, donc 300 environ. 350-300. Et là, on essaie de voir ce qui se passe exactement, et là, il y a un livre à faire. Et donc, j'ai souvent proposé, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire en même temps qu'il faut arrêter de nous bassiner avec des livres intitulés Alexandre le Grand. Parce que tous les livres qui vont paraître, qui paraissent actuellement, qui s'appellent Alexandre le Grand, c'est le même livre qui paraît depuis l'Antiquité. C'est le même. Oui. C'est-à-dire un récit qui est calqué sur le récit des auteurs grecs, comment faire autrement dire. Et puis après, il y a en général le premier chapitre, c'est l'arrière-plan macédonien, la situation de l'Empire perse, et à la fin, le dernier chapitre, on a l'héritage d'Alexandre. Voilà. C'est toujours pareil. Bon. Et donc, il faut sortir de cette monoculture et arriver à une nouvelle périodisation qui permette des avancées intellectuelles, qui permettent de lancer de nouvelles idées, de nouveaux ponts. Et donc, on reprend l'ensemble du monde connu, je veux dire, alors, des Balkans à l'Indus, et qu'est-ce qui se passe entre 350 et 300 ? Pas l'histoire événementielle. Elle est connue, elle est connue par cœur. Et donc, à la fois sur un plan global, sur un plan régional, sur un plan micro-régional s'il le faut, voir exactement des transformations, et parce que, un dernier point, pour comprendre Alexandre également, on ne peut pas comprendre Alexandre si on commence avec la naissance d'Alexandre. Ça n'a pas de sens. Il faut bien voir que les relations entre le Proche-Orient, je ne dis pas l'Orient lointain, entre le Proche-Orient méditerranéen, c'est-à-dire l'Asie mineure, la Syrophénicie, le Delta, même jusqu'à la Babylonie, et les relations entre toute cette région, le monde égéen, la Grèce et la Macédoine sont intenses. Les gens s'en connaissent. Vous avez des nombreux Grecs qui sont venus en exil dans l'Empire du Grand Roi. Vous avez plusieurs chefs macédoniens, perses qui sont nés à l'exil à la cour de Philippe II, qu'on retrouve après d'ailleurs, à l'époque d'Alexandre. Et donc vous avez des relations très étroites, vous avez des emprunts aux Achéménides qui ont été faits par les Macédoniens avant Alexandre. Voilà, donc quand on parle de rapprochement, d'acculturation, si on veut dire, eh ben, tout ça, ça commence pas avec Alexandre. Ça commence avant. Le monde n'était pas partagé en deux, entre les Grecs et les barbares. Si, il l'était au point de vue idéologique. Mais du point de vue pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, bien sûr. Il y a des échanges multiples de population, des milliers de mercenaires grecs qui sont venus combattre, qui sont revenus, les Perses qui sont venus en Grèce, en Macédoine, des exilés, etc., des relations diplomatiques, des relations commerciales, des institutions macédoniennes dont certaines ont été copiées sur le temps. Donc vous avez plus les relations, et ces relations qu'on peut voir à l'œuvre également dans les thèmes iconographiques, sur les sceaux, sur les thèmes même. Bon. Donc, si on veut comprendre ce qui se passe avec Alexandre, il faut oublier Alexandre. Il faut oublier. Non pas l'oublier lui, parce que c'est un type qui a vraiment une forme de génie politique. Bon. Mais c'est pas lui, on ne peut pas centrer, l'historien ne peut pas centrer une histoire sur un personnage. Ce n'est pas possible. Enfin si, tout le monde le fait, mais ce n'est pas possible. Il faut centrer un livre, si un livre n'existe que si il parle d'une idée, une proposition qu'on va mener de début jusqu'à la fin en expliquant au départ au lecteur pourquoi on fait ce livre, à partir de quelles sources on fait ce livre, parce que j'ai l'habitude de commencer toujours par sources et problèmes, bon, et ensuite de figurez-vous que quand moi je vous ai proposé de parler de sources et problèmes, peut-être que je l'avais lu dans un de livres et que c'était resté dans d'une case de mon cerveau, mais j'y pensais plus à ce moment-là. Pratiquement 50% des articles commencent sur ces problèmes, et aussi pour que le lecteur sache non seulement de quoi on parle, mais pourquoi on en parle. Là, on veut l'emmener là, donc qu'il sache qu'on l'accompagne. Bon. Et donc il faut oublier, pour parler d'Alexandre, il faut oublier Alexandre. Il faut parler d'une période qui a une unité, c'est ce qu'on appelle la période de transition, 350-300. Je ne crois pas que j'écrirai ce livre. Je ne crois pas. J'ai donné beaucoup d'indications là-dessus. Je pense qu'il y a des jeunes gens qui pourront le faire.
Parce qu'il y a eu beaucoup de transformations dans les 20 ans sur la période hellénistique, dans les 20 ans, 20-30 ans et maintenant les jeunes gens, enfin les jeunes gens qui sont plus si jeunes que ça, mais qui sont beaucoup plus jeunes que moi, ont compris que si vous parlez des Séleucides, il faut connaître la documentation babylonienne. Si vous parlez des Lagides, il ne faut pas connaître uniquement le grec, il faut connaître le démotique et le hiéroglyphique. Hein. Hiératique, enfin, en tout cas le démotique qui est très important, hein, et puis etc., etc. Et donc les nouvelles histoires de l'époque hellénistique qui se font sont infiniment plus diversifiées, plus culturellement beaucoup plus diversifiées que n'étaient auparavant. Donc déjà, l'a priori de l'hellénisation est tombée, c'est parti, c'est passé. Bon. Donc on peut, et donc je pense qu'il y a... Alors il faut que maintenant, alors ça c'est plus difficile à obtenir, et ça c'est très difficile, il faut obtenir que les jeunes gens fassent en partie ce que j'ai fait. C'est-à-dire que ils peuvent partir de l'époque achéménide, mais il faut quand même étudier l'époque achéménide. Il ne faut pas partir d'un livre. Pas partir d'un livre. Il faut se mettre dans la documentation de l'époque achéménide, donc les 50 des dernières années, donc 350-300, et à la fois, il faut être à la fois spécialiste, il faut être à la fois, familier. Il n'est pas spécialiste. On ne peut pas être spécialiste de tout, mais on peut être familier de tout. Familier de la documentation achéménide et la documentation hellénistique, de telle manière à faire ce livre que j'appelle de mes voeux, et dont j'espère qu'un jeune chercheur qui peut-être nous écoute, nous regarde, ou un autre, les fera un jour. Simplement, quand vous dites il faut envoyer en l'air, si je puis dire, cette idée d'hellénisation de l'Orient après Alexandre, est-ce qu'inversement on ne peut pas retourner la proposition et dire que l'époque hellénistique a été utiliser un barbarisme certainement, un mot qui n'existe pas, mais une sorte d'achéménidisation comment dirais-je, en partie du moins, de cette époque hellénistique. Est-ce que quelque part, puisqu'elle est l'héritière via cette période d'Alexandre et des Diadoques, est-ce qu'elle n'a pas, c'est pas imprégné inévitablement, je dirais, de pratiques, même sur le plan institutionnel et administratif de cet empire. Donc on pourrait retourner la proposition d'une certaine manière si l'on voulait être provocant, de la même manière que vous l'avez été en parlant d'Alexandre, en disant dernier des premier des rois hellénistiques ou dernier des Achéménides, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, en inversant un petit peu, sans forcer la dose, hein, mais... Je ne pense pas qu'il faille réachéméniser. Disons qu'il faut bien comprendre que l'histoire ne s'arrête pas parce qu'il y a 3 batailles rangées qui ont été... Oui, c'est ça, oui. Et donc finalement, l'extraordinaire diversité, moi ce que je dirais plutôt, c'est que l'extraordinaire diversité ethno-culturelle, etc., dont j'ai parlé à l'époque achéménide, elle ne s'arrête pas brutalement au prétexte qu'Alexandre a remporté 3 batailles rangées. Bon, donc... C'est pour ça qu'on apprend, hein, mais bon. C'est ce qu'on a appris. C'est ce qu'on apprend, c'est ce que moi j'ai appris, en tout cas, voilà. À cause de ce diktat de l'hellénisation. Non pas qu'il n'y ait pas eu progression de valeurs helléniques avec la fondation du site, etc. Il y a des transformations. Mais en même temps, en Babylonie, on continue à parler babylonien, on continue à aller dans les temples babyloniens. L'écriture cuniforme se maintient jusqu'à l'époque parthe, donc au IIIe siècle de notre ère. Donc, je n'ai pas besoin de dire qu'en Égypte, le démotique, l'hiéroglyphique se poursuivent allègrement, au tel point d'ailleurs que les rois ptolémaïques sont eux-mêmes bilingues. Bon, en tout cas, leur formulation officielle. Et donc, il faut retrouver, sous le vernis de l'hellénisme, il faut retrouver ce qui fait la vraie vie des peuples, c'est-à-dire leur culture, leur tradition, qui se trouvent en heurt avec celle des conquérants. Mais pour autant, les Babyloniens ne disparaissent pas, les Égyptiens non plus, et bien d'autres encore, les Bactriens aussi. Eux, ils continuent à parler bactrien, ils continuent à parler sogdien. Hein. Et en Iran, on continue à parler perse et à l'écrire, hein, dans des écritures différentes. Mais finalement, les Sassanides, d'une certaine manière, vont reprendre à leur compte une organisation qui est comparable à celle de l'époque achéménide, et il se situe d'une certaine manière, on peut les situer, nous, en continuité avec les Achéménides, même si eux n'ont peut-être pas une perception très, très claire et très distincte de ce qu'est l'histoire des Achéménides, c'est autre chose. Mais l'Iran ne disparaît pas avec la destruction de Persépolis par Alexandre.
Pour conclure cet entretien, si je pouvais résumer, ce qui sera évidemment très difficile, non pas le contenu de ce que vous avez dit sur le monde achéménide et l'empire d'Alexandre, ça n'aurait pas de sens de toute façon, mais du point de vue méthodologique, ce que vous avez dit, il me semble qu'il y a au moins trois leçons qui me restent en mémoire. Il y a en tout cas la nécessité de diversifier les sources et de ne pas partir d'un point de vue qui est celle voilà, de celui qui a eu raison ou qu'on croit avoir eu raison à un moment donné, c'est-à-dire souvent le colonisateur, ce qui a été le cas pendant longtemps. Donc diversifier les sources, c'est ce que vous avez fait en ne prenant pas que des sources grecques, mais en prenant des sources de l'Empire achéménide. Deuxième chose qui me vient à l'esprit et qui est liée à la deuxième partie, la dernière partie de votre entretien, c'est en fait, d'une part, je dirais, dans l'espace, de montrer l'importance on rencontrait tout à l'heure le professeur Subramaniam, l'importance de l'histoire connectée, c'est-à-dire entre, vous l'avez bien dit en parlant surtout de l'Asie mineure, de montrer que tous les liens qui existaient entre le monde grec et alors le monde anatolien. Et alors la troisième leçon, c'est cette idée alors là, dans la durée, de trouver des d'établir de nouvelles périodisations qui soient basées sur des problématiques nouvelles, qui ne soient pas liées à l'histoire politique et militaire. Vous évoquez les fameuses 3 batailles qui auraient été déterminantes lors de la conquête de l'empire de Darius. Alors, vous avez parlé du terminus ad quem, surtout, hein, entre la fin de l'empire de Darius III et alors l'empire d'Alexandre lui-même, hein, le problème de la continuité, mais vous avez évoqué aussi plus tôt dans notre entretien la continuité également qui existait entre les empires élamites ou néo-babyloniens ou assyriens et l'empire des Achéménides eux-mêmes dans des traditions, dans des pratiques sur le plan administratif. Donc on voit qu'il y a quand même un fil rouge et que les ruptures que l'on trouve dans l'histoire chronologique traditionnelle, la chronologie peut avoir, comment dirais-je, du sens pour fixer un certain nombre de choses, mais il faut encore que ces dates aient du sens du point de vue de l'histoire générale et ne soient pas simplement, je dirais, des points de repère qui finalement ne renvoient à rien du tout dans la réalité du vécu des gens de l'époque. En tout cas, je vous remercie infiniment et ce serait peut-être bien que vous montriez, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, le bulletin ici d'histoire achéménide. Voilà, expliquez un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est après la publication de l'histoire de l'Empire perse, j'ai continué à travailler pour une éventuelle deuxième édition qui n'aura jamais lieu. Et donc j'ai rassemblé au fur et à mesure des années toutes les publications documentaires en suivant un peu le plan de l'histoire de l'Empire perse. Et donc ce n'est pas une simple biographie, en fait c'est une réflexion sur les nouvelles publications. Un premier qui a apparu en 1997, celui-là a apparu en 2001. Et j'avais commencé à préparer le 3 et je me suis lancé dans l'histographie d'Alexandre, ce qui fait que j'ai pas pu tenir les deux à la fois. Mais voilà, donc mais j'ai fait des mises au point biographiques périodiques. Et donc en fait ce sont des vrais livres, hein, qui sont des vrais livres de mise au point sur l'ensemble des problèmes et des documentations, des problématiques qui sont présentes dans l'histoire de l'Empire perse, de manière à poursuivre le travail. Et on peut le poursuivre à 18 ans, mais après ça devient presque un peu maniaque. Et donc voilà. Voilà, en tout cas, donc un grand merci pour la manière très pédagogique dont vous avez répondu à toutes mes questions, puisque l'objectif de cette chaîne très très modeste d'amateurs vise effectivement à diffuser le savoir à un public le plus large possible, et je crois qu'en tout cas pour cet après-midi, nos auditrices et nos auditeurs en auront eu vraiment pour leur compte. Merci à vous. Infiniment, Merci à vous. infiniment. Au revoir. Au revoir.